Alors mes chers amis, je vais vous inviter à regagner vos places parce qu'il nous faut reprendre nos échanges. Et d'ailleurs, je profite de votre installation pour vous signaler que au terme de notre après-midi, vous aurez un cocktail qui vous sera servi et offert par Sodexo, qui est au -1. Donc surtout quand on quittera cette enceinte, on descendra au -1 pour le cocktail. Voilà, je vous donne d'ores et déjà l'info. Je vous remercie de nous rejoindre. Merci de vous installer. Je ne sais pas si tous nos intervenants sont là. C'est bon ? Pardon. Alors nous poursuivons nos échanges. Cette fois-ci, on va prolonger ce que nous avons déjà... j'ose à peine dire, commencer à déflorer sur la première table ronde, le champ de la compétitivité des entreprises, qui est un des nouveaux champs offerts au dialogue social grâce à l'ANI et à la loi, depuis le texte voté en première lecture hier à l'Assemblée. Et on pose la question, compétitivité des entreprises, est-ce que c'est pas là un terrain d'expérimentation privilégié pour le dialogue social ? Alors pour échanger sur le sujet, j'ai le plaisir d'appeler à me rejoindre Carole Couvert, secrétaire général de la CFE-CGC. Merci à vous de l'applaudir. Hervé Coquet, qui ne doit pas être très loin. Hervé Coquet, DRH et directeur financier de la FAVI. Merci pour lui. Alain Durand, président de l'Union régionale des SCOP de l'Ouest, PDG de Matlock. Marc Véron, de Capgemini, qui est à ma droite, et un monsieur qui va nous rejoindre très bientôt, qui est actuellement dans un train, mais qui a quelques retards, mais qui va nous rejoindre très vite, c'est Christophe Mabi de STX. Alors, je vous propose le même mode de fonctionnement, si vous le voulez bien. Je vais commencer par vous présenter nos intervenants. Alors, Carole Couvert, à ma droite... comment vous présenter ? Donc j'ai dit, vous êtes encore pour quelques jours secrétaire général de la CFE-CGC. Pour info, vous êtes aussi candidate à la présidence de cette organisation, présidence confédérale, le grand congrès de Saint-Malo qui devrait déboucher sur l'élection du prochain président se déroule la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis sur notre événement. Pour info, et là, petite parenthèse, je fais mon travail de journaliste. Pour le congrès du syndicat à Saint-Malo, vous n'êtes pas la seule candidate, il y a actuellement 2 listes. Et mon travail de journaliste m'oblige à préciser qu'actuellement, 13 des 16 fédérations de la CGC ont affiché leur soutien à Carole Couvert. Je referme la parenthèse journalistique. Alors, vous avez débuté votre carrière professionnelle chez EDF-GDF, et là, je pense aussi à nos étudiants tout à l'heure. Vous êtes, vous aussi, issu d'une formation d'école de commerce. Vous intégrez ce groupe sur une fonction marketing, un poste dans lequel vous m'avez confié. Vous êtes éclaté professionnellement, avec mise en place beaucoup d'éléments, mise en place d'opérations de marketing direct. On vous propose ensuite la direction d'un centre d'appel. Alors un centre d'appel, vous l'avez su après, qui était dans les plus mal classés du groupe. Finalement, arrivant dans l'organisation, je crois que vous essayez de comprendre un peu, de déverrouiller tout ça, de supprimer le flicage. Et finalement, un an après, vous êtes parmi les plus performants. Donc on vous en confie un deuxième. Et voilà, un parcours professionnel tel que je vous le souhaite dans une organisation. Et puis, au cours du parcours, un collègue vous parle de la CGC. Les syndicats, d'ailleurs, prenez un micro. Bon, les syndicats pour vous à l'époque ? C'était barbecue, merguez, défilé. D'accord. Ça vous concernait ? Pas du tout. Bon. Enfin, si, en tant qu'encadrante, parce que je craignais toujours un mouvement de grève, un blocage. Ouais. Et donc, le fait de ne pas répondre aux appels clients. Alors, juste une précision, nous, c'est la CFE-CGC. Oui, pardon. Et j'y tiens. Vous avez raison. Parce que ça veut dire Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres. Et donc, nous représentons les techniciens, les agents de maîtrise, les ingénieurs et les cadres.
Voilà, c'est fondamental. C'est l'héritage d'une histoire, et il faut le garder dans le cycle. Vous avez raison. Donc, perception plutôt négative du syndicalisme à l'époque, et puis finalement, il parvient à vous convaincre. Bon, sur le thème, syndicalisme de proposition, d'indépendance, aussi, important. Et puis là, rentrant dans la carrière syndicale, un petit peu parallèle au parcours que vous avez suivi chez votre employeur, vous faites un parcours en accéléré. Alors, je vous passe une partie des étapes, mais vice-président du syndicat de la Côte d'Or pour les IEG, secteur évidemment industrie électrique et gazière, présidente l'année suivante. Ensuite, pour la branche des IEG, vous avez négocié, une négociation très importante pour ce secteur, c'était l'adossement du régime de retraite au régime général. Puis derrière, l'organisme qui a géré cela, qui est le CNIEJ, vous en avez assumé la présidence pour gérer le nouveau régime. 300 000 affiliés quand même, donc c'est important. Début difficile, je crois qu'on peut dire. Conseil d'administration envahi. Enfin, vous avez vécu, vous aussi, des périodes parfois pas toujours sereines. Et puis, 2 ans et demi plus tard, les choses s'apaisent. 95% des décisions adoptées à l'unanimité. 2003, vous êtes appelé à la Confédération. Vous êtes délégué national égalité professionnelle, conciliation des temps de vie. Et puis là, finalement, vous trouvez qu'il n'y a pas d'indicateur, vous n'avez pas de vision transverse de ce qui se fait dans les branches, donc vous prenez votre bâton de pèlerin et vous faites un benchmarking sur le sujet. Parallèle, vous rentrez au CES, au CESE aujourd'hui, Conseil économique, social et environnemental. 2006-2009, vous êtes secrétaire national en charge du pôle cohésion interne de la CGC. Et au Congrès de Reims, en 2010, vous êtes devenu secrétaire général. En gros, c'est le numéro 2 de l'organisation, la CFE-CGC. Et l'avenir la semaine prochaine. Marc Véron. Alors, vous êtes directeur des affaires sociales France. Venez nous rejoindre, cher Marc, de Capgemini. Vous êtes de formation ingénieur agricole. Vous avez débuté par un parcours au ministère de l'Agriculture en 81. Puis rapidement, vous avez quitté ces fonctions. Envie de travailler sur le terrain, en entreprise. Fibre RH, intérêt pour le sujet. Vous passez un 3e cycle en RH, je crois, à l'IAE d'Aix-en-Provence. Exactement. Si je ne m'abuse. Et puis, vous devenez d'abord consultant. Alors, comme beaucoup de consultants, vous travaillez beaucoup pour un client déterminé, qui est le groupe Carrefour. Et puis, rapidement, le groupe Carrefour vous appelle, vous les rejoignez. Vous évoluez dans votre parcours chez eux tous les 2-3 ans. Vous avez été directeur des relations institutionnelles en 2002, après la fusion avec Promodes, en 2004. Et vous êtes devenu DRH des supermarchés. C'est le Carrefour Market à peu près dans le périmètre aujourd'hui. Quand je suis arrivé, les supermarchés s'appelaient Champion. Quand j'en suis reparti, il s'appelait Carrefour Market. Voilà, petit changement ou témoin d'un gros changement d'entreprise. 2011, vous avez rejoint Capgemini, donc en qualité de directeur des affaires sociales. Nous sommes ravis de vous accueillir. Hervé Coquet, mon cher Hervé, vous avez débuté dans le métier de la comptabilité et de la finance dans le secteur des travaux publics. Alors à l'époque, juste pour vous situer, c'est un autre temps. Les enjeux de recrutement, c'était plutôt le sourcing de travailleurs étrangers à défaut de main-d'œuvre locale. Les temps ont bien changé. Et puis en 82, vous avez rejoint une entreprise peu ordinaire, extraordinaire, atypique, je ne sais pas, c'est vous qui jugerez tout à l'heure, qui s'appelle la Favi, en tant que directeur financier. Alors à l'époque, juste pour situer, vous nous raconterez la Favi, c'était 90 salariés, l'enjeu plutôt stabilisation des effectifs, mais vous étiez dans un contexte de fort développement, je crois, de l'industrie automobile, et petit à petit, vous avez été entraîné par le développement de vos clients. Favi aujourd'hui, c'est à peu près 500 salariés, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 45% à l'export. Christophe Mabi, qui nous rejoindra très vite, je vous l'ai dit, est DRH de STX. Non, il a des contraintes, c'est juste son train qui est actuellement en retard, mais il nous rejoindra. Après un début de parcours d'ouvrier puis d'employé pendant une dizaine d'années, beaucoup de métiers dans différentes branches. À 29 ans, il reprend des études. Il avait fait un parcours en philo, et puis Christophe Mabi, finalement, passe un DESS de psychologie du travail. Il est ensuite recruté par les chantiers de l'Atlantique, et c'est au chantier de l'Atlantique, en 1989, qu'il débute sa carrière dans la fonction RH. Alors il a été successivement responsable ressources humaines, responsable formation, responsable des relations sociales, et aujourd'hui il est DRH. Alain Durand, à ma gauche. Alors, PDG de Matlock, président également de l'Union Générale des SCOP.
régional, pardon. Je ne sais si vous connaissez tous les scopes, mais on va en parler parce que c'est un mode d'organisation d'entreprise un petit peu particulier. Vous avez passé un DESS de Sciences Éco, spécialisé, voilà, tout près d'ici, dans l'économie des besoins sociaux et management des activités à but non lucratif. Début de parcours dans une CCI, puis très vite vous vous ennuyez, vous répondez à une annonce de la Fédération des scopes, et là, s'ouvre à vous une autre carrière, vous devenez délégué général régional, j'y tiens, des scopes. Alors, délégué régional, c'est fournir du conseil aux entreprises concernées, à la fois création, suivi, et peut-être accompagnement des difficultés également. Ça vous a permis de travailler sur tous les aspects du développement de l'entreprise. Vous avez ensuite rejoint une SCOP, qui est la fraternelle à l'époque, aujourd'hui IDEA Group, une SCOP de manutention portuaire. Puis quelques années dans la formation et le conseil en entreprise. Et une autre SCOP vient vous chercher quelques années plus tard, Matlock. Alors une période un peu particulière, c'était le résultat de la fusion de deux coopératives qui prouvaient toutes les deux des difficultés. Et le postulat a été que réunir les deux pourrait peut-être permettre de déboucher positivement. Vous intégrez l'ensemble, mais finalement, au bout de 21 mois, liquidation de la structure juridique propriétaire de l'ensemble. Alors la question, est-ce qu'on laisse tomber avec une vingtaine de licenciements à la clé? Puis vous faites le pari avec le fondateur de chercher une solution, une idée. Alors, je ne sais pas, vous fermez les oreilles, mais parfois il y a des idées de génie comme ça. Vous vous dites, vous étiez dans la location de matériel, matériel d'équipement pour les entreprises, et puis finalement vous aviez une activité de maintenance de votre propre matériel, et vous dites, finalement, pourquoi pas en faire une activité de service à destination de nos propres clients. Et c'est aujourd'hui un des socles de votre développement. Et c'est peut-être des éléments qui vous ont permis de sauver cet ensemble. Alors l'ensemble, on passe sur les péripéties, vous nous en parlerez, a beaucoup grandi. Aujourd'hui, c'est 117 salariés, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8 sites d'implantation. Peut-être, si vous me permettez un petit propos liminaire, je vais passer la parole à Carole Couvert, parce qu'il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués tout à l'heure, notamment par nos amis étudiants, sur le pourquoi de l'engagement syndical. Carole, vous êtes une des dirigeantes d'une grande organisation du paysage. C'est important aussi de vous entendre sur la réponse, puisque ces questions, vous les êtes posées vous-même. Bien sûr, merci Fabien. Alors par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure sur pourquoi adhérer, pourquoi rejoindre une organisation syndicale, la réponse est simple, c'est pour être acteur du changement et participer à la vie de l'entreprise. Adhérer à une organisation syndicale, militer, c'est découvrir les coulisses de l'entreprise. Découvrir la négociation, c'est une richesse extraordinaire. C'est aussi une occasion d'apprendre des choses très différentes de ce que l'on peut apprendre dans nos cursus de formation initiale. C'est une ouverture. C'est à la fois créer du réseau, négocier, défendre le collectif. C'est vraiment une très belle opportunité pour avoir écumé à peu près toutes les fonctions. Je ne le regrette pas. Je le conseille à tout le monde. La seule chose maintenant, et ça a très bien été évoqué sur la première table ronde, c'est qu'il faut que nous travaillions à la fois au parcours, mais on en parlera tout à l'heure, à la reconnaissance. Mais il y a un vrai potentiel. C'est agir et pas subir. Voilà. Et je voulais revenir juste en quelques mots sur la pièce de théâtre du début, La Belle Boîte, pour souhaiter vraiment bonne chance aux deux jeunes chefs d'entreprise, parce que l'humour, c'est le moyen de faire évoluer les mentalités, c'est le moyen de faire bouger les organisations, c'est le moyen d'innover. Et on parle souvent d'innovation technologique, et on oublie parfois l'innovation sociale. Et donc j'espère qu'avec votre société, vous allez y contribuer. Nous l'avons expérimenté à la CFE-CGC. En fait, on a fait en 2010 une parodie de Téléthon que l'on a appelée Retraitons. C'était l'époque des grosses négociations sur les retraites. Et donc, on avait des propositions sur le financement qui sont toujours d'actualité. On s'est dit, plutôt que d'aller manifester, allons faire quelque chose de décoiffant, d'humoristique et allons au contact du grand public. Et on a réitéré en 2012 en allant un petit peu plus loin parce qu'on s'est dit, finalement, il faut faire un électrochoc. C'est un peu dans le sens de vos questions tout à l'heure. Les syndicats, ça sert à quoi ? On s'est dit, pour réveiller le grand public, pour intéresser chacune et chacun, on a fait une pièce de théâtre interactive, un peu façon Robert Hossein, et on a appelé ça « Le procès, faut-il supprimer les syndicats ?» Et on est passé dans 13 villes de France. Ah non, mais ça a été décoiffant. On est allé au contact du grand public, on a fait des micro-trottoirs, et le soir, la pièce se tenait avec un débat avec la salle. Et c'est une vraie manière de faire évoluer les mentalités, les organisations, donc je vous souhaite vraiment un bon succès. J'espère que vous allez intervenir dans plein d'entreprises qui sont là dans la salle. Voilà. Et je trouve entre nous soit dit que ne pas hésiter à s'interroger sur les fondamentaux et en gros, quel est le sens de mon action, à quoi servons-nous, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et si vous me permettez un dernier mot, le rapport Perruchot. Ah oui.
financement des organisations syndicales, parce que ça ne nous fait pas peur à la CFE-CGC. La transparence financière, c'est un fondamental. À partir du moment où il y a de l'argent public, où il y a de l'argent de la collectivité, nous devons être exemplaires et rendre des comptes. Donc nous y sommes allés, comme les autres organisations syndicales. Il faut savoir que c'est très formalisé. On arrive, on prête serment, on jure de dire toute la vérité, on répond à toutes les questions des parlementaires, on reçoit le script de l'audition que l'on peut annoter, mais que l'on signe. Donc ça veut dire qu'on s'engage sur l'honneur par rapport aux déclarations que l'on a formulées. Et donc quand on a appris qu'il allait être non seulement ne pas être publié, mais qu'en plus toutes les archives allaient être détruites, parce que c'est ce qui a été annoncé, nous sommes fendus d'un communiqué de presse en demandant toute la transparence. C'est fondamental. Et donc nous avons adoré le fait que le journal du Point l'ait publié. D'ailleurs, quand vous cherchez bien sur Internet, vous arrivez encore à retrouver des traces. C'est vraiment une mine d'or. Mais c'est aussi le changement d'air, le changement de paradigme. Et ça, je pense qu'on y reviendra. C'est dorénavant l'exemplarité, la transparence au service d'une action collective. Voilà. Hervé Coquet, mon cher Hervé, je me tourne vers vous. Je vous ai parlé parce que finalement, nous posons le sujet du dialogue social. On l'a vu, selon ses modalités assez classiques, les partenaires sociaux, l'échange entre directions et partenaires sociaux. On a vu qu'il peut être productif, créateur de normes en interne dans l'entreprise, permettant à celle-ci de s'adapter au contexte et d'adapter finalement le champ du droit du travail à sa réalité économique. Le dialogue social peut prendre d'autres formes. Alors pourquoi ? Dû à la nature des entreprises, ça peut être dû à la taille aussi, on l'a vu, les TPE, les PME. Et il y a des entreprises qui ont dans leur gène des particularités. On va voir le cas des SCOP et on va voir le cas de la FAVI. Je propose à mon cher Hervé que vous nous présentiez le modèle social de la FAVI. Merci. Un mot complémentaire pour la belle boîte. Grâce à eux, j'ai compris pourquoi je n'avais pas d'organisation syndicale. Je suis moustachu et barbu. Mais je porte quand même une cravate. Donc le modèle social de la FAVI est un modèle, comme Fabien se plaît de nous le rappeler, un peu atypique, où la règle de base a été établie une fois pour toutes depuis 1982. Nous avons considéré que l'homme était bon. Si l'homme est bon, il doit travailler dans des conditions normales. Donc il va falloir mettre en place toute une organisation qui lui permette de s'épanouir dans l'entreprise. Et surtout de supprimer tout ce qui n'est pas à valeur ajoutée dans le système. En l'occurrence, avec quelques difficultés, puisque l'individu aime bien quand même être contrôlé, nous avons supprimé toute forme de pointage. Et nous avons donc rendu responsable le salarié de sa présence dans l'entreprise. Ensuite, nous avons établi des règles très très simples en matière de recrutement, d'où mon passage de directeur financier à RH, puisque je n'avais pas vocation au départ à être RH. Et comme je ne suis pas quelqu'un de très compliqué, on a essayé d'établir la règle simple, qui est la suivante. Nous recrutons des gens de bonne foi, de bon sens, de bonne volonté et de bonne humeur, parce que ça ne sert à rien. Le calendrier automobile est établi sur la base de 250 jours de travail par jour. On est sur un... Par an, 250... Excusez-moi. C'était un plaisir de financier de pouvoir faire travailler plus longtemps, bien entendu. Et donc, il est inutile de se faire la gueule tout au long d'une journée de travail. Donc, on a essayé de prévaloir sur la bonne humeur. Ensuite, sur cette organisation qui est basée essentiellement dans une organisation où on a cherché donc à faire comprendre à nos collaborateurs pour qui on travaillait. On ne travaille pas pour un actionnaire, on ne travaille pas pour un directeur, on ne travaille pas pour un administrateur, on travaille tout simplement pour un client. Et faire venir le client au sein de l'organisation, responsabiliser l'ensemble des collaborateurs vers cette notion de client, a été immédiatement pris en compte par l'ensemble de l'organisation, en créant tout simplement, puisqu'on est passé, comme le soulevait Fabien, de 90 personnes à plus de 500, et on a eu des opportunités, compte tenu de la charge automobile, de passer à plus de 600 voire 700 personnes. Nous avons établi donc une organisation en îlot de fabrication. On a été un peu précurseur en adoptant tous les outils issus de la caisse à outils japonaise, méthode Toyota, en disant tout simplement, si les Japonais le font à leur méthode, nous on va essayer de le dupliquer dans une organisation de mini-usine de dimension humaine, en ayant donc tout simplement un groupe de travail
maximum 50 opérateurs, animés par un leader qui est le responsable, qui est le chef d'entreprise de sa mini-usine, qui est redevable vis-à-vis du client. Et pour accentuer cette démarche, nos commerciaux ont été installés dans les mini-usines pour faire venir le dehors dans le dedans. Le tout étant accompagné de parrains, bien entendu, qualité, de parrains maintenance, pour que ces petites unités travaillent en autonomie avec un message collectif et tout particulièrement sur une notion de partage des informations. Et une association, bien entendu, hyper simple, toujours des règles simples. Nous partageons le résultat de l'entreprise sur un contrat d'intéressement à part égalitaire basé sur le présentéisme. Seuls ceux qui participent à l'effort collectif peuvent bénéficier du contrat d'intéressement. Donc, sur une organisation qui a été exclusivement basée sur la communication. Régulièrement, alors nous avons bien entendu un comité d'entreprise, nous n'avons pas de délégué du personnel, nous avons un CHSCT normal, enfin on fonctionne comme des gens normaux, avec une démarche simple, toujours être à l'écoute des signaux faibles dans l'entreprise. Évitons, alors peut-être, et c'est souvent quelques partenaires sociaux nous le reprochent, nous nous comportons en qualité de chef d'entreprise beaucoup plus comme des organisations syndicales que comme des chefs d'entreprise. Soyons à l'écoute des signaux faibles, essayons de regarder ce qui peut nous arriver par tout simplement notre structure et surtout retravaillons sur le comportement du dehors. Je crois qu'il est important aussi de faire venir le dehors dans l'entreprise en communiquant sur les différents plans sociaux qui sont malheureusement d'actualité. Tout à l'heure, on évoquait la Dunlop et Goodyear, bon, la Picardie. Enfin, nous sommes votre région, oui. Oui, nous sommes à 30 km donc, d'Amiens. Donc, lorsque certains de nos collaborateurs vont travailler, ils passent devant quelques usines qui ont des palettes et des pneus qui brûlent. Donc, ils essayent de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Donc cette compétitivité aussi, un marché automobile qui était quand même un marché extrêmement difficile, où tous les jours on nous demande, le dilemme est relativement simple, hein. Le fil conducteur est améliorer votre productivité, soyez présents sur le marché, et surtout, pour présenter une dernière fois l'entreprise, nous avons un vœu pieux de ne pas délocaliser cette entreprise avec une devise qui est simple, toujours basée sur le client, de par et pour le client, dans le respect de la terre de nos enfants, mais à Alencourt. Et ce message, nous le faisons partager à l'ensemble des 500 collaborateurs. Ce qui est peut-être intéressant de préciser, alors, il peut y avoir un côté d'angélisme ou presque naïf, hein. Et d'ailleurs, l'expression, elle est assumée par les dirigeants, une espèce de naïveté dans la façon de faire. Pourtant, ça marche. Et précisons que c'est une entreprise sur le plan capitalistique, qui est une entreprise classique, patrimoniale, qui appartient à des actionnaires. Tout à fait, oui. Avec une chance simple, c'est que notre capital est détenu par une famille qui a décidé de maintenir le niveau d'activité et d'accompagner dans le cadre de la croissance tous les investissements nécessaires à la vie de l'entreprise, en ayant pour objectif de demeurer en France et de servir, hormis les 500 familles que compose le groupe de l'entreprise. Il y a aussi également, puisqu'on est équipementier automobile, tous les sous-traitants que nous faisons vivre autour de ce périmètre, puisqu'on a aussi bien des sous-traitants dans la communauté européenne qu'en Turquie et dans d'autres pays. Mais c'est pas si naïf que ça, parce que... C'est une fausse naïveté. Notre âpreté au gain nous sert aussi d'intelligence. Donc en responsabilisant chaque collaborateur, son autonomie est aussi validée et vérifiée par l'ensemble des opérateurs qui composent la mini-usine. Donc je dirais les leaders aujourd'hui qui sont nos responsables de fabrication et nos directeurs de mini-usines sont aussi responsables de leurs hommes. Et c'est eux les DRH. Moi, je suis un DRH simplement d'accompagnement pour qu'on reste dans l'ensemble du système FAVI sur l'application des règles, toute la législation fiscale, sociale, comptable, administrative. Et on part de ce principe que nous ne contournons pas les règles, nous les appliquons et nous appliquons tout
pour justement éviter de passer du temps à contourner, à dépenser une énergie folle, à vouloir donc tout simplement contourner l'égalité professionnelle ou la pénibilité. Nous sommes quand même sur un métier d'équipementier, et ce que j'ai oublié de vous dire au départ, notre industrie est une industrie lourde, puisque nous sommes fondeurs d'injection d'alliage cuivreux. Oui. Donc, que faites-vous, effectivement? C'est un métier qui est difficile, c'est un métier où au départ il fallait essentiellement donc des muscles plutôt que des têtes, et on a évolué vers la génération grâce à un budget formation énorme qui est consacré chaque année à l'ensemble du personnel, qui oscille entre 4 voire 12% de la masse salariale, pour compléter la formation et surtout de se positionner dans une organisation apprenante. Et apprenante pas que pour les cadres de l'entreprise, puisque sur un effectif de 500 personnes, nous avons 14 cadres. Alors dans ce contexte, dans ce paysage, le dialogue social? Pour nous, il est au quotidien, dans la mesure où nous avons un système d'écoute permanente de nos collaborateurs, avec, dans l'organisation de la mini-usine, donc des outils, 5 minutes chaque matin, d'échange sur... Alors, on a une modalité de fonctionnement qui est simple, toujours des règles relativement simples. Nous avons la méthode un dodo. La méthode un dodo, c'est ce qu'un collaborateur va se rappeler de la veille. C'est inutile aujourd'hui, lorsqu'on parle de lean manufacturing et de tous ces ensembles industriels qui sont mis en place, de se souvenir pour un opérateur qui fabrique 3000 schtroumpfs par jour, ce qu'il a fabriqué il y a 15 jours, il a fabriqué il y a 3 semaines, s'il a eu un problème qualité, il ne s'en souvient pas toujours. Donc la méthode qui est appliquée dans l'entreprise, c'est un dodo. Chaque leader de mini-usine organise un point d'information et valide ce qui s'est passé la veille, quelles ont été les contraintes et surtout quelles ont été les difficultés rencontrées sur la journée de travail pour mettre en place donc des systèmes d'amélioration continue qui sont chez nous des outils Kaizen. Mais on n'a rien inventé, on a simplement picardisé l'ensemble des boîtes à outils aujourd'hui de tout ce qui peut être susceptible d'améliorer les conditions de travail, la productivité et d'être présent sur le marché et de pouvoir résister à des baisses de prix de certains de nos clients. Alors, est-ce que la limite, c'est pas la taille ? La limite du modèle. D'abord, c'est intéressant parce qu'il a des ressorts, ce modèle. Je sais pas, il y a quand même en germe reconstituer une espèce d'agrégation de TPE. Enfin, il y a dans le mode de management et d'interaction sociale, finalement, c'est comme si vous aviez une multitude de petites boîtes. C'est-à-dire que nous faisons la guerre par des commandos. Nous ne faisons pas d'une guerre massive. Donc chaque mini-usine est à destination d'un client ou d'un groupe client ou d'un groupe de machines, ouais, et suffisamment autonome tout en étant polyvalente pour pouvoir donc résister et ajuster en permanence. Ce qu'on a mis en place, c'est une banque d'échange, entre guillemets, puisque nous travaillons donc sur le partage aussi chaque jeudi du nombre de personnes nécessaires pour la semaine suivante pour mettre en place donc notre organisation. Mais nous travaillons essentiellement en commando et avoir une force de réaction très vive. On ne livre jamais un client en retard. S'il faut le livrer même en retard, on prend un hélico, et on l'a fait une fois, on a livré dans la cour du client par hélico 2 cartons de 250 pièces, mais on ne veut pas donc livrer en retard. Et donc on n'a pas de service qui gère les retards de livraison parce que ce n'est pas valeur ajoutée. Donc on supprime encore ce qui ne rapporte pas d'argent est supprimé. Bon. C'est un train de bon sens. Est-ce que le modèle, vous l'imaginez à 1000, 1500 salariés? Est-ce qu'il est duplicable ? On l'a imaginé à 1000. Alors peut-être qu'il faudra renforcer l'aspect communication, peut-être passer un peu plus de temps que... Bon, globalement, on a 2 grandes messes en juillet et en décembre, au moment de la fermeture de l'établissement pour congé, où là, on redonne le message global sur l'activité de l'entreprise, mais on est très transparent. Donc, alors peut-être une information, je dirais pas plus proche du terrain, puisqu'elle est déjà proche du terrain. La seule problématique qu'on peut rencontrer, c'est un problème de structure lié tout simplement au fait que nous avons des niveaux hiérarchiques peu nombreux,
on est soit opérateur, soit leader, ou agent d'accompagnement qualité ou responsable commercial. Donc la structure d'évolution est quand même relativement restreinte avant d'accéder à un niveau cadre. Mais je dirais que c'est peut-être cette proximité et cette suppression de tous les niveaux hiérarchiques, il n'y a pas de N et N à gérer au sein de l'entreprise. La discussion est en direct à collaborer. Alors c'est vrai qu'il faut avoir une capacité d'ouverture et d'écoute permanente. On ne pratique pas la stratégie des bureaux fermés. Mon bureau est toujours ouvert et on est quérable. C'est pour ça que je fuis un peu de temps en temps vers Nantes. Mais on nous sollicite à n'importe quel moment de la journée. Alors, vous êtes dans une activité hyper concurrentielle et qui vit des moments difficiles, le secteur automobile. Le champ ouvert par l'ANI, notamment sur le sujet de la compétitivité, c'est quelque chose qui vous semble intéressant, utile ? Je pense qu'on a fait de l'ANI sans le savoir déjà l'année précédente, puisque toujours dans des discussions très simples, lorsqu'il y a une baisse d'activité, on réunit les troupes, on discute avec les troupes et on dit qu'est-ce qu'on fait ? Première chose, donc, on a une variable d'ajustement que sont nos personnels intérimaires, mais qui sont une variable d'ajustement employable. On a toujours travaillé sur la remise sur le marché du travail, sur l'employabilité de nos intérimaires. Ils peuvent aller dans n'importe quelle structure industrielle et y travailler sans être reformés par l'entreprise d'accueil. Donc, pratiquer l'ANI sans le savoir, tout simplement collégialement, quand en 2008, par exemple, les difficultés automobiles étaient très très fortes et que la baisse d'activité était très très forte, on a pris simplement collégialement 15 jours de congé sur l'année précédente, en attendant donc que l'activité redémarre. Et donc c'est une négociation d'abord sur le fond. Et comme on informe beaucoup sur la situation de l'entreprise et sur les résultats de l'entreprise, ça ne pose pas de problématique particulière. Le tout, c'est d'être à l'écoute des gens et de communiquer, ça va bien. On communique quand ça va bien, on ne se contente pas de communiquer quand ça va mal. Et surtout, on met en place des systèmes de rattrapage qui permet donc à l'ensemble des collaborateurs de ne pas perdre sur leur pouvoir d'achat et sur leur rémunération. Et c'est toujours des règles très très simples. Donc l'ANI pour nous, c'est simplement qu'une conséquence. Peut-être que quelqu'un s'est inspiré de ce qu'on avait fait en 2008 pour négocier aujourd'hui et présenter un sujet de réflexion de ce type. Et pourquoi pas, mais en tout cas, effectivement, la proximité est intéressante. Alain Durand, de Matlock, parlez-nous déjà du modèle de scope. Alors, certains connaissent et ils ont raison, c'est très bien, c'est tout à fait intéressant. Le modèle social particulier, là, c'est aussi sur le champ de l'actionnariat qu'on va être, de la propriété du capital, qu'on va être sur des spécificités. C'est ça, on n'est déjà pas sur l'action, on est sur la part sociale. Pardon. Donc les SCOP sont des coopératives. C'est un statut juridique, en fait, d'abord et avant tout. C'est un statut juridique qui est intéressant puisque c'est le nôtre, forcément, et qui permet en fait d'associer au capital les salariés de l'entreprise. Et donc, du coup, la différence essentielle avec une entreprise de type classique, c'est qu'en fait, le dialogue social dont on parlait va être basé en fait sur l'existence de deux contrats. Donc, on a été plus loin que Rousseau, nous, du coup, c'est encore plus lointain, c'est les siècles des Lumières. Parce qu'effectivement, il y a deux contrats dans une coopérative. Il y a un contrat de salarié, donc qui est un lien de subordination. Et à côté de ce lien de subordination et de ce contrat de salarié, il y a un contrat d'associé au capital de l'entreprise sous forme de parts sociales. Alors les parts sociales, au contraire des actions, une part sociale donne droit à une voix à l'Assemblée générale et 1000 parts sociales donnent droit à une voix à l'Assemblée générale. C'est-à-dire qu'en fait, le principe de la coopérative, c'est une personne, une voix, quel que soit le nombre de parts sociales qui sont détenues par cette personne. Voilà. Donc la proximité, la conjonction entre le statut de salarié et celui de détenteur, voilà, celui d'associé. De porteur de capital. Voilà. Qu'est-ce que ça induit donc en termes de dialogue social ? C'est intéressant dans l'affaire. En termes de dialogue social, ça induit un certain nombre de choses. Déjà une réelle transparence. Vous ne pouvez pas avoir une... le même cerveau se voit communiquer les chiffres. Bien sûr. Et qu'il soit salarié ou qu'il soit, puisque c'est le même individu. Tout à fait. On a donc on a des IRP, on a donc une élection
de délégués du personnel, de membres du comité d'entreprise. Donc on a fait en sorte qu'il y ait plus qu'une seule unité, une délégation unique du personnel. On a un CHSCT, bien évidemment, puisqu'on est un peu plus de 100 personnes. Et du coup, toutes ces personnes qui viennent lors de ces réunions d'IRP sont à la fois salariés et associés de l'entreprise. Donc ils arbitrent, et quand il s'agit d'arrêter une stratégie ou de prendre des décisions, ils sont toujours avec à la fois leur situation de collaborateur et leur situation de coopérateur, donc de propriétaire du capital de l'entreprise. Voilà, oui, il y a une certaine ambivalence qui existe dans le statut d'une coopérative, puisque du coup, quel est le contrat qui va être dominant ? Oui. Est-ce que c'est le contrat de salarié, le lien de subordination, et donc du coup la volonté d'une certaine forme de court terme, ou est-ce que c'est au contraire le contrat d'associé, donc une politique et une vision de très long terme qui va permettre de maintenir l'entreprise ? Alors, je rajoute une chose quand même, puisque je ne l'avais pas fait pour ne pas tout vous dire d'un coup, c'est que comme on est une coopérative, les réserves sont impartageables. Donc dans une coopérative, ce qui fait que nous, on a eu la crise en 2008, exactement de la même façon, et on l'a géré comme tout le monde, péniblement, parce que c'est chiant, et puis ça fait 5 ans maintenant, on aimerait bien que ça reparte un peu. Il y a 2 ans, c'était un peu reparti, là maintenant... c'est un peu mou. Et ce qui s'est passé surtout en 2009 et en 2010, on a été confronté à un vrai problème, là qui est intéressant en termes d'associés et en termes de gestion du personnel. On a été confronté à l'existence, on loue du matériel, Matlock, c'est matériel de location, on loue du matériel pour le BTP, le bâtiment, les travaux publics et pour l'industrie, et on fait de la prestation, comme vous l'avez dit, ça fait 4,5 millions de notre chiffre d'affaires, on fait du négoce 3 millions, et vous voyez le reste, 13-14 millions, c'est de la location. On a été confronté à un truc tout bête, c'est que les grues, on a donc 65 grues, et on entretient 120 grues chez nos clients. Le prix de location des grues a été divisé par 2. C'est-à-dire que ce qu'on louait 3 200 €, c'est passé notamment sur la place de Nantes, à 1 500 €. Quand vous remboursez en même temps un crédit bail à 2 200 ou à 2 300 €, vous sortez vos grues pour ne plus perdre que 800 €. Et le gars qui vient monter la grue, votre technicien, il travaille toujours aussi bien. Oui. Il n'est pas mauvais, c'est pas de sa faute. Comment expliquer à quelqu'un, maintenant on perd de l'argent, c'est un scandale, etc., alors que le gars... il travaille toujours aussi bien. Même chose dans n'importe quel service. Les prix de location du matériel ont pris, en fait, nous, notre chiffre d'affaires avait baissé de 20% d'une année sur l'autre. Entre 2009 et 2008, on était passé de 22,5 millions d'euros de chiffre d'affaires à 16,8 millions. 12% de la faute des prix, 8% pour le volume. Comment voulez-vous aller expliquer à des gens ? Ils sont mauvais. Alors bien sûr, on peut essayer de gratter sur la productivité, c'est ce qu'on a cherché à faire. Mais en même temps, ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas nuls, ils n'ont pas changé entre les deux parties. C'est les prix qui ont changé. Les conditions de marché, oui, dans un environnement économique. Ce qui est un bon moyen de rappeler d'ailleurs que les SCOP sont des entreprises atypiques, mais qui évoluent dans un secteur totalement concurrentiel. Une grande SCOP qui n'est peut-être pas identifiée comme telle, qui est partenaire, c'est Chèque Déjeuner. Chèque Déjeuner, concurrent frontal de groupes de dimension internationale sur le titre repas. Le jour où vous arbitrez pour choisir, vous choisissez une qualité de service. Sauf que cette entreprise a dans ses gènes, dans son mode de fonctionnement juridique, un statut très particulier qui fait qu'elle appartient à ses salariés. Peut-être un mot sur la plus grosse coopérative du monde ? Sur la plus grosse coopérative du monde, effectivement, elle n'est pas forcément connue, elle est espagnole, enfin... Ouais. Elle est basque. Pays basque, espagnol. Elle n'est pas vraiment espagnole, elle est basque d'abord. C'est la coopérative Mondragon, qui est située dans le Pays basque, qui a été créée par un prêtre républicain espagnol, le père José María Arimendotreza, un nom imprononçable. Et donc cette coopérative a à peu près 47 000 salariés. Une grande partie des entreprises qui l'ont créée sont l'anagramme des créateurs, notamment Ulgor. Alors il y a les noms des Fagor, qui est connu dans l'électroménager. Et Fagor est très connu dans l'électroménager, puisque c'est eux qui ont repris Brandt. Ils ont racheté Brandt, voilà. Tout à fait. Molinex, voilà. Et boîte performante, simplement, la particularité, c'est qu'elle ne délocalise pas en étant sur de l'entrée de gamme sur les produits blancs.
Parce que par essence, elle appartient à ses salariés. À ses salariés, oui. Alors du coup, le fait d'appartenir aux salariés entraîne quand même un certain nombre de choses. Quand ça va bien, c'est formidable, le statut des coopératives. Puisqu'en fait, du coup, nous, tel qu'on l'a fait chez Matlock, on a un accord d'intéressement depuis très longtemps, depuis quasiment l'origine, un accord de participation dérogatoire, un plan d'épargne entreprise depuis 86, et on fait de l'abondement, et cette partie des résultats, en fait, remonte au capital. Et c'est cette partie qui nous a permis, en fait, de supporter la crise. Avec un deuxième élément, lorsque tout allait bien, on a pris la décision, mais alors là, collectivement, on a expliqué, j'ai largement expliqué, à l'ensemble du personnel qu'on allait faire des amortissements dérogatoires. Or, c'est quoi ce business-là? Tous les techniciens vont le savoir. Ce qu'est l'amortissement dérogatoire, ça nous a permis de mettre 3 200 000 € de côté, qui nous a permis de passer totalement la crise et d'éviter les licenciements. Donc là, maintenant, ce qu'on veut refaire le plus vite possible, c'est de pouvoir reprendre ces accords, ces amortissements dérogatoires, parce qu'on va arriver au bout de 5 ans péniblement, gentiment au bout de ça. Mais ça a vraiment été un choix. Alors, c'est un choix qui n'est pas neutre, puisque, suivant notre système, une fois qu'on a rémunéré les parts sociales, une fois qu'on les a rémunérées, donc à l'ensemble des porteurs de parts, le reste, en gros, après impôt, est divisé en deux. La moitié pour la participation, la moitié pour les réserves impartageables de l'entreprise. Si on avait décidé de distribuer, alors là, j'étais porté en triomphe là, à chaque assemblée générale, là, et puis même tous les mois, on arrivait les bonnes années à distribuer entre 3 mois et demi à 5 mois de salaire supplémentaire à l'ensemble des salariés, et là on distribuait 2 mois de plus. Sauf que en 2009 et 2010, je ne sais pas comment on passait, mais on ne passait plus en trésorerie. Ouais. Et donc c'est cette possibilité par les réserves impartageables et éventuellement par des amortissements dérogatoires. Et ça, on rentre vraiment du coup dans la politique d'une entreprise et dans la gestion prévisionnelle d'une entreprise. On avait fait de la GPEC dès 85, dès 2002, pardon, en 85, on avait fait un EDDF, et donc on avait fait un certain nombre de choses là-dessus, mais qui permettent en fait d'arriver à maintenir l'ensemble des associés dans un cadre comme ça d'entreprise. Parce que vous l'avez dit, Hervé Coquel l'a dit très bien, qui gère l'entreprise? C'est pas moi. Hein. On a 8 sites en tout. C'est pas les dirigeants des sites, hein. C'est les clients. C'est les clients. La preuve, quand on a eu les prix divisés par 2, on n'a rien pu faire. Donc, pardonnez-moi l'expression, mais le taulier dans une boîte, c'est carrément le client et personne d'autre. Alors voilà, on prend les 2 témoignages pour ce qu'ils sont, des cas atypiques, mais il y a en leur sein, pour des raisons, pour l'une organique, pour deux d'organisation, de façon dont on a conçu les rapports sociaux dans l'entreprise, qui donnent modalités de dialogue social différentes et desquelles on peut retirer peut-être des enseignements et des ressorts pour l'ensemble des entreprises plus standards. Alors, je me retourne à nouveau vers vous, chère Carole. Votre vision aujourd'hui du dialogue social dans ce pays? Alors, la vision du dialogue social, nous sommes dans un contexte de crise économique et sociale sans précédent. Et comme beaucoup de modèles, je pense qu'il est à réinventer, il est à bout de souffle. La crise est une opportunité de repartir sur de nouvelles bases, d'impulser un nouveau contrat. Et ça a été dit à la fois par M. Coquet et par vous-même et à la table ronde précédente. Je crois que la base, c'est la confiance. La confiance, ça ne se décrète pas, ça se gagne. Et effectivement, pour que le dialogue social devienne un atout de compétitivité, il ne faut pas avoir peur de partager l'information, parfois sous clause de confidentialité, parce qu'il y a un risque dans certains cas de réputation pour l'entreprise, notamment des entreprises cotées au CAC 40. Mais partager l'info, ça n'est pas une prise de risque, c'est faire grandir les partenaires sociaux, et c'est au final avoir une entreprise dans laquelle il y a une qualité de vie qui se crée, et donc au final des salariés encore plus compétitifs, encore plus productifs. Sachant que la fameuse box dont on parlait dans l'ANI, le fait de partager et de laisser à disposition une somme d'informations, dans l'ANI qui a signé votre organisation, s'inscrit dans ce contexte. Ah oui, tout à fait. Nous faisons effectivement partie des 3 signataires. Pourquoi ? Contexte de crise, donc il faut faire bouger les lignes. Oui. Et dans cet accord, on ne le dit pas suffisamment souvent, il y a un certain nombre d'avancées pour les salariés. Il y en a
4 qui nous tiennent à cœur. La première, c'est la création d'un compte personnel de formation. Ouais. Ça veut dire que dorénavant, un salarié, quand il entre dans l'entreprise, il va avoir un droit à 20 heures de formation par an, mais s'il change d'entreprise, le compte va le suivre. Alors qu'aujourd'hui, avec le DIF, c'était perdu. Et donc ça, c'est fondamental dans une période de mutation pour que la personne soit employable toute sa vie. C'est le premier point. C'était bien en germe d'ailleurs, pardon, petite parenthèse, dans le DIF, puisque très vite des branches ont essayé d'envisager la portabilité. C'est bien qu'on voyait qu'il manquait quelque chose dans cette individualisation du droit à la formation. Donc ça, c'est dans l'accord national du 11 janvier. Après, il y avait pour nous la mobilité et le fait de sécuriser un salarié qui, dans un contexte de crise, a peur de changer d'entreprise et dire, ben voilà, avec l'accord du 11 janvier, il y a pour les salariés qui ont plus de 2 ans d'ancienneté dans des entreprises de 300 salariés minimum, un élastique de retour potentiel pendant 2 ans. Et ça devrait libérer l'opportunité de changement, notamment au niveau des salariés de l'encadrement. On ne prend pas le même risque, et en tout cas, il est assumé différemment, parce qu'il y a un environnement qui, du coup, est plus propice psychologiquement. Et donc, de se dire, bah, ça y est, je peux me jeter à l'eau. Si jamais ça ne marche pas, j'ai une possibilité de retour. Et ça, pour nous, c'était fondamental. La base de données, parce que pour nous, c'est aussi un enjeu de faire évoluer le dialogue social, de lui donner une maturité. Non pas de faire un copier-coller version allemande. Hein. On n'a pas envie de s'embarquer dans de la co-gestion, de la co-direction. On sait très bien qu'en France, le copier-coller, ça ne marche pas. En revanche, et ça fait le lien avec des questions qui ont été posées juste avant, on a parlé du faible taux de syndicalisation. En France, il est, suivant les chiffres, entre 6 et 8%. Et si on prend que le privé... Encore moins, je suis d'accord. Et on n'arrête pas de dire, les syndicats ne représentent rien. Est-ce qu'on s'est posé la question pour les partis politiques ? Il y a combien de Français adhérents des partis politiques ? Ça fait quel pourcentage au final ? Ça pose toute la question de la représentation des corps intermédiaires. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est aujourd'hui adhérer à un syndicat, c'est un acte citoyen. On le fait parce qu'on a des convictions, parce qu'on a des valeurs, parce qu'on a envie d'agir dans son entreprise, mais tout le monde bénéficie de ce que l'on négocie. Le gros sujet auquel on ne pense pas, qui renvoie à la question du financement d'ailleurs. Parce que vous vivez de vos cotisations. On va y venir. Mais avant, ça explique aussi la différence. On n'arrête pas de nous dire, les pays nordiques, c'est formidable. La Suède, 85% de syndiqués. Oui, sauf qu'en Suède, si on n'est pas adhérent d'un syndicat, on ne touche pas l'assurance chômage. On ne touche pas. En France, les syndicats gèrent, mais les syndicats ne distribuent pas l'assurance chômage. Ça change quand même légèrement la donne. Donc on pourrait très bien imaginer, plutôt que de constitutionnaliser le dialogue social, d'imaginer un nouveau modèle de syndicalisme à la française, intermédiaire entre la cogestion allemande et un vrai syndicalisme de service qui apporte une plus-value à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Ce qui veut dire concrètement, si j'adhère, j'ai accès à des services particuliers. Voilà. En Suède, la fameuse frange de 15% qui n'est pas adhérent cotise directement à une caisse d'assurance chômage avec, bien entendu, un taux qui n'est pas le même et un coût plus élevé. Comment vous percevez les évolutions, alors globalement, transverses, apportées par l'ANI de janvier 2013 sur la transformation du dialogue social? On a bien senti en germe ce qui vous avait engagé dans la signature. Qu'est-ce que ça aura comme incidence? Qu'est-ce que ça modifie? C'est une opportunité de faire bouger les lignes en entreprise. Dorénavant, il va falloir négocier un certain nombre de sujets. Et ça veut dire que nous allons être responsables d'une signature ou non, d'une avancée ou non, par rapport aux salariés que nous représentons. En l'occurrence, la CFE-CGC, c'est sur l'encadrement. Mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir expliquer. Il va falloir expliquer. Alors, un des avantages, j'ai pas suivi. Vous savez qu'il y a un caricaturiste qui travaille pendant que nous parlons. Et alors régulièrement, mais ils nous sont cachés pour ne pas nous perturber. Oui, là, je comprends pourquoi. Du coup, j'en perds le fil. On vous a laissé... Alors oui, ce que changeait l'ANI finalement dans le paysage, c'est le moyen de faire bouger les lignes et de... Dorénavant, ça veut dire expliquer pourquoi on signe ou on ne signe pas. Il y a effectivement la sanction de l'élection, puisqu'il faut passer le seuil de 10% dans les entreprises pour être représentatif. Ce qui veut dire que les syndicalistes qui nous représentent sont revenus aux côtés de l'ensemble de leurs collègues, et on est bien revenu sur un syndicalisme militant. Et donc maintenant, le même cycle est en train de se mettre en place au niveau des confédérations. Alors, ce qui est intéressant, vous l'avez compris en filigrane, ce qu'on a déjà évoqué sur la première table ronde. En fait, on dit l'ANI, mais l'ANI, elle est un élément du bouleversement qui est déjà induit par la réforme de la représentativité à effet lent. On l'a vu, source d'une révolution lente,
mais qu'elle mérite aussi de réinterroger, de reconstruire les fondamentaux, hein, l'assise de la légitimité de nos organisations syndicales. Le parcours des syndicalistes est un sujet qu'on a déjà évoqué. C'est un sujet fondamental, oui, qui a été évoqué tout à l'heure. Et vous y êtes attaché. Vous Oui. êtes aussi une illustration. Oui, parce qu'en fait, on a parlé tout à l'heure de l'image des syndicats, qui sont souvent véhiculés dans les médias, et vous l'avez soulevé sous l'angle contestataire, et on parle souvent de ce qui ne marche pas et non pas de ce qui marche. Donc pour nous, CFE-CGC, il y a un double enjeu. À la fois, redonner toutes ces lettres de noblesse au dialogue social en France. Se poser la question de quel dialogue social voulons-nous à échéance 5 ans, quel partenaire pour contribuer à ce dialogue social, et donc derrière, quel vivier de nouveaux talents. Quand je dis nouveaux talents, c'est jeunes ou moins jeunes. Hein. Je ne suis pas en train de sombrer dans le jeunisme. Hein. Mais quel nouveau vivier de talents pour exercer ces fonctions qui sont de plus en plus techniques et qui nécessitent de la formation. Et ça me permet de faire le lien avec la question de Madame tout à l'heure. Les délégués sans étiquette, c'est bien parce qu'ils prennent une responsabilité au sein de l'entreprise. En revanche, l'avantage d'une confédération, c'est qu'elle va apporter de la formation parce que ces sujets sont de plus en plus techniques. Et que, quelle que soit la confédération, nous sommes en capacité de former le ou la militante pour qu'il puisse ou elle puisse aller négocier de la meilleure des façons. Et donc, je reviens sur votre question. Donc, constat, problème d'image, problème de vieillissement de nos militants. Ce constat, on peut le faire. Toute organisation syndicale de salariés confondue. On peut le faire aussi pour les organisations patronales, pour les partis politiques et pour la sphère associative. Et donc, nous avons proposé, nous, CFE-CGC, de créer une fondation de l'engagement citoyen, une fondation reconnue d'utilité publique, pour mélanger chacun de ces acteurs sur la base du volontariat et travailler à 3 choses. Comment on travaille l'image, comment on donne envie de s'engager pour le collectif, pour éviter au passage des phénomènes comme les indignés, comment on vous offre des parcours professionnels à la hauteur de ce que vous auriez eu dans des activités classiques, pas dans des activités professionnelles, parce que le syndicalisme, c'est aussi une activité professionnelle. Oui. Et troisième champ, comment on prépare la reconversion pour que ça ne dure qu'un temps, que ça devienne une activité classique dans un parcours professionnel. Et donc sur cette base-là, aujourd'hui, tous les partenaires sociaux patronaux sont prêts à venir dans cette fondation reconnue d'utilité publique, les partis politiques aussi, les associations aussi, le Conseil économique, social, environnemental est prêt à héberger. Le gouvernement est prêt à abonder. J'ai rencontré un spécialiste dans la levée de fonds, parce que ça nécessite aussi des moyens. Ouais. Donc il pense que ça peut être quelque chose de viable. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas réussi à convaincre mes collègues des autres organisations syndicales. Et donc ça va être un des enjeux de notre prochain congrès, de voir si nous nous lançons dans l'aventure seuls, quitte à ouvrir les portes au fur et à mesure. Voilà. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu, et c'est aujourd'hui que ça se fait pour que demain, vous ayez un dialogue social de qualité. D'autant que, et je fais le lien avec le financement et j'en finis là, aujourd'hui, et ça a été dit dans la table ronde précédente, les partenaires sociaux que nous sommes sont issus plutôt de grands groupes du CAC 40, d'entreprises publiques, parapubliques. Il manque les TPE, les PME, il manque tout le champ de l'économie sociale et solidaire, et ça ne pourra arriver qu'avec une mutualisation du financement. Un chef d'entreprise d'une TPE ne peut pas se permettre de payer quelqu'un qui va venir travailler pour le collectif sans qu'il y ait le retour d'investissement pour l'entreprise. Et là aussi, il y a une urgence. Alors, il y a une piste peut-être, d'ailleurs, qu'on n'a pas évoquée sur la première table ronde en matière de dialogue social PME, TPE. C'est tout le volet territorial, la territorialisation d'un dialogue social qui, finalement, semble une piste intéressante pour les petites structures et par ailleurs répond bien à la territorialisation, pour ne pas dire régionalisation, d'un certain nombre de dossiers comme l'économique, la formation professionnelle qui sont aujourd'hui dans le champ des régions. Et peut-être que la construction d'un dialogue territorial et d'un dialogue social dans un champ territorial pourrait être, alors avec un mode de financement mutualisé, sera sans doute une des pistes à explorer et sur laquelle... Oui, alors là, pour l'instant, on reste sur notre fin, puisqu'on voit que l'acte 3 de décentralisation est en train d'être différé, donc on voit reculer l'échéance. Ceci dit, il y a une amorce avec l'accord qui a été conclu avec l'artisanat, et donc la mise en place de ce qu'on appelle les CPRIA, où là, on voit commencer tout un volet d'action à destination des salariés de l'artisanat. Donc c'est une amorce. Et puis après... Nous, CFE-CGC, sommes persuadés qu'il y a moyen d'imaginer une gestion prévisionnelle des emplois et compétences territoriale. Voilà, exactement. Pour redonner du sens et permettre à des salariés de changer d'entreprise dans un même bassin d'emploi pour éviter tous les problèmes qui rejaillissent ensuite sur la famille, travail du conjoint, logement, les enfants, etc.
Et c'est une dimension qu'on a parfois occultée du dialogue social et du champ politique, c'est que l'affaire de l'emploi est aussi une question de territoire. On l'a vu dans l'expression de mon ami Hervé Coquet, vous êtes aussi une entreprise ancrée dans un territoire qui l'assume, qui le revendique. C'est le cas des SCOP, puisque les salariés sont aussi propriétaires de l'entreprise, ils sont attachés à un territoire. C'est le cas de Mondragon, la SCOP espagnole, qui est née dans le Pays basque espagnol pour fournir de l'emploi. Donc c'est aussi des logiques territoriales qui sont à chaque fois, qui sous-tendent les réflexions et les choix qui sont faits. Donc c'est une piste intéressante. Il y a d'ailleurs des secteurs dans lesquels on a expérimenté le sujet. Je pense à le secteur notamment de l'aéronautique. Il y a l'aéronautique, il y a eu à Marseille aussi où il y a une expérimentation entre entreprises non concurrentes, et ça a donné de bons résultats. Il y a aussi des démarches qui commencent à être impulsées de chartes régionales. Ça vient de sortir la semaine dernière en Rhône-Alpes, porté par la CGPME, où c'est une incitation à travailler entre entreprises d'un même bassin d'emploi pour créer des courants d'affaires. Donc il y a tout un vent qui est en train de... Alors c'est un sujet observé, je pense que les lignes vont bouger dans les années qui viennent. Et sur la fondation, j'y reviens, je pense que la NDRH sera sensible au sujet, parce que faites-vous toucher des sujets sur lesquels la NDRH propose et essaie d'avancer depuis plusieurs années, convaincu que vous êtes, et je vois Jean-Christophe Sibéras qui vient de nous rejoindre, et investi que vous êtes depuis maintenant quelques années, convaincu de la nécessité absolue du dialogue social dans les organisations de qualité avec des partenaires construits. Marc Véron, alors votre vision, votre pratique aujourd'hui du dialogue social, je rappelle que vous êtes chez Capgemini, acteur en CSDEI de niveau mondial, un des grands acteurs du marché d'origine française. En deux mots, Capgemini, c'est 125 000 personnes dans le monde, 20 000 en France, donc une grande partie à l'international, notamment en Inde, puisqu'il y a, et c'est lié à notre secteur, une activité informatique qui est de plus en plus forte et en complémentarité onshore-offshore. Moi, j'aimerais revenir sur plusieurs choses. Il y a des points communs dans ce qui vient d'être dit, c'est l'importance de la prise en compte du corps social. Après, les modèles ne sont pas les mêmes et donc les solutions ne sont pas les mêmes. Nous sommes dans une entreprise qui est capitalistique, avec un actionnaire, avec des fonds de pension qui sont largement majoritaires dans cet actionnariat et donc qui regardent de près les résultats et qui forcément ont des conséquences sur la temporalité et la manière dont on peut présenter les résultats. Il n'en reste pas moins qu'une entreprise ne peut réussir qu'à partir du moment où le corps social adhère à un projet. Alors, pour le faire, il y a de multiples solutions. Nous, ce qu'on a fait au niveau du dialogue social, c'est déjà de lui donner des fondations, des bases. C'est-à-dire, on ne peut pas construire des accords si on n'a pas au départ construit. Vous voulez construire une maison, vous ne commencez pas par le deuxième étage ou le premier étage. Vous faites en sorte quand même qu'il y ait des fondations pour que ce que vous avez construit au-dessus tienne après au fil du temps. Et dans les fondations, moi, j'en vois essentiellement 4. Il y a 4 piliers. Il y en a 3 qui sont spécifiques à l'entreprise et qui sont internes, qui sont donc de l'initiative de l'entreprise, et puis il y en a un qui est externe. Les 3 qui sont internes et qui sont, à mon sens, fondamentales sont, d'une part, le statut du mandaté. Le statut du mandaté, ça a été un petit peu abordé, c'est comment on fait en sorte de concilier une activité de production avec une activité mandatée. Volontairement, on prend le terme d'activité de production parce que les deux, qu'on soit production ou mandaté, on est bien dans une activité professionnelle, c'est-à-dire qui est liée à un contrat de travail. Simplement, ça s'exerce de manière un petit peu différente. Production dans un sens assez classique, et mandaté par rapport à un mandat d'élu ou de désignation. Et donc, comment faire en sorte de concilier les deux. C'était pour nous extrêmement important de pouvoir l'écrire, le formaliser, pour notamment permettre à ce qu'il y ait des nouveaux entrants. Le problème que j'ai notamment constaté en arrivant à Capgemini, c'est que nos interlocuteurs étaient essentiellement des interlocuteurs avec un grand décalage en âge par rapport à la moyenne de notre population. Pour faire très très simple, on a une moyenne de notre population qui est entre 36 et 37 ans, et j'avais en face des gens qui étaient plutôt entre 50 et 60. Et c'était assez facile à comprendre, c'est que, et on peut dialoguer avec les personnes concernées, c'est qu'ils nous disent, attends, on ne va pas se syndiquer à 40 ans, parce que notre carrière, elle risque d'en prendre un coup, et à 50 ans, on risque pratiquement plus rien, puisque même si on fait derrière 2 ou 3 mandats, de toute façon, on n'attend plus grand-chose de la part de l'entreprise et donc on peut facilement se mandater.
c'est pas bon du tout, parce que forcément, après, on a des interlocuteurs qui ne sont pas forcément représentatifs par rapport à leur base, et donc on ne peut pas faire vivre le corps social dont je parlais tout à l'heure, et donc il faut pouvoir renouveler cette population de salariés mandatés en leur donnant envie, et notamment pour leur donner envie, c'est leur dire, il y a un statut, c'est-à-dire que si vous prenez un mandat, vous ne faites pas une croix sur votre carrière, il y a possibilité de concilier les deux. Et puis il peut y avoir un moment dans votre carrière où vous allez donner plutôt la priorité au mandat ou à la production, et vous allez pouvoir alterner, mais ça reste possible, et ça reste possible parce qu'il y a un accord qui a été signé avec les partenaires sociaux. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'accord de droit syndical, c'est quels moyens on donne pour que tout ça fonctionne. Ça, c'est assez simple, c'est des moyens en termes de communication, des moyens en termes de budget, en termes de locaux, etc. Il y a un troisième accord qui est aussi important, c'est le fonctionnement des instances. Comment les instances fonctionnent. Alors, on n'a pas pu aller aussi loin qu'on voulait au niveau des périmètres de ces instances, parce que c'était difficile de se mettre d'accord. Et donc, on est allé demander l'arbitrage de la directe, mais on a, par un accord, quand même établi l'essentiel de comment ces instances, que ce soit le CE, que ce soit les TP, les CHSCT, comment tout cela fonctionne. Ça, c'est les trois piliers internes. Et puis, il y en a un qui est fondamental, qui est celui de la représentativité. C'est celui qui donne de la légitimité, à un moment donné, à des acteurs. Et donc, je voudrais revenir un petit instant sur la loi de 2008 qui tire son origine de l'accord de 2008. Et d'ailleurs, on pourra après regarder la cohérence qu'il y a par rapport à l'accord de 2013 qui va donner une loi de 2013 sur la sécurisation de l'emploi. Cet accord de 2008 et cette loi de 2008 ont ouvert les vannes de manière considérable en permettant à n'importe qui, à partir du moment où ils sont deux, ou justifient plus ou moins clairement qu'il y a des cotisations, pour pouvoir créer une section syndicale. Donc on s'est retrouvé quelques années après, mais assez rapidement, avec une inflation extrêmement importante d'organisations syndicales. On est passé de 5 à 11. Et donc, quand je négocie un protocole préélectoral, j'ai plus 5 organisations, j'en ai 11, dont une qui, sur les dernières élections, alors sur 20 000 salariés, qui a réalisé quand même 6 voix aux dernières élections. Donc, pour tout vous dire, la représentativité que peut avoir cette organisation syndicale. Il n'en reste pas moins qu'ils sont là, je suis obligé de les inviter, et que pour signer un protocole préélectoral, il faut qu'il soit conclu à double majorité, et donc il faut que j'ai 6 organisations syndicales qui signent ce protocole préélectoral. Donc, on voit bien là une des limites. L'autre limite qui est aussi importante, c'est que même si j'ai une légitimité qui est reconnue à un moment donné par des élections, par le premier tour au niveau du CE, qui fait que je sais quelles sont les organisations qui peuvent signer, à partir de quand l'accord il est valable, à partir de quand les organisations peuvent s'opposer, ça c'est très très bien. Et d'ailleurs, les 5 organisations qui sont représentatives, et c'est plutôt favorable par rapport à la négociation et au dialogue social, une organisation ne peut pas seule signer, puisqu'il y a sur les 5 aucune qui ne dépasse les 30%. Et pour pouvoir s'opposer, il en faut au minimum 3. Donc ça, c'est assez intéressant en termes d'alliance, parce que ça nécessite, soit pour signer, soit pour s'opposer, qu'il y ait à un moment donné non seulement des compromis avec la direction, mais des compromis aussi entre eux. Donc ça, c'est assez intéressant pour faire vivre le dialogue social. L'inconvénient, et je vais finir là-dessus, c'est que malgré cette représentativité, les organisations syndicales n'ont pratiquement pas bougé en nombre d'adhérents. Et donc, j'ai fait un calcul à partir des chiffres qu'ils m'ont donnés, on arrive à peu près entre 3 et 4% de salariés qui sont adhérents à une des organisations syndicales. Donc, je suis grosso modo dans la moyenne du privé. Nationale, et lorsque ces organisations syndicales, au terme d'une négociation, interrogent leurs adhérents pour savoir si elles signent ou pas, elles interrogent 3% ou 4% des salariés pour savoir si elles signent ou pas. Vous vous rendez compte, en termes de légitimité, c'est extrêmement faible. Donc on ne pourra avancer là-dessus qu'à partir du moment où les organisations syndicales pourront aussi progresser en termes d'adhésion. Et ça ne passe pas par une adhésion obligatoire. Sans polémiquer, mais je veux dire par rapport au modèle de l'UPA qui rend obligatoire une cotisation, je veux dire, nous sommes complètement opposés par rapport à ça. On est diamétralement opposés par rapport à ce qu'est un syndicat et à son adhésion, qu'il soit d'ailleurs patronal ou salarié. Hein. Et donc il faut qu'on soit sur une libre adhésion, et il faut qu'à un moment donné, il y ait des organisations syndicales qui puissent aussi convaincre de la nécessité d'adhérer à ces organisations pour leur donner non seulement une légitimité qui est liée au premier tour des élections, mais une légitimité qui est liée aussi au nombre d'adhérents. Et à partir de là, on pourra
C'est-à-dire, lorsque le nombre d'adhérents sera plus important, on pourra avoir cette double légitimité qui donnera un poids à la négociation sociale qui sera plus fort. Parce que sinon, un accord qui est signé par les 5 organisations syndicales, qui ont, en termes d'adhérents, entre 3 et 4%, c'est quoi la valeur de cet accord, même s'il a été signé à l'unanimité? Alors, bien entendu, il est accepté par les autres leur apportent leur voix au niveau des élections, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut qu'on puisse aller plus loin, et je pense que le fait d'aller plus loin nous amènera, et je reboucle sur mes 11 organisations syndicales, parce que c'est invivable d'avoir 11 organisations syndicales autour de la table, si on a une plus grande légitimité, les organisations syndicales qui ne représentent rien et qui sont plutôt dans l'anarcho-syndicalisme que dans le dialogue social, ces organisations-là, si les autres organisations peuvent assurer leur légitimité, ces petites organisations anarcho-syndicalistes, elles vont disparaître de fait. Et donc, moi, ce que j'attends, c'est l'évolution de cette représentativité, l'accord de 2008. Et l'accord de 2013 va nous permettre de le faire parce que va permettre notamment de mettre dans le champ du social des négociations ou des concertations, notamment sur les axes stratégiques, parce qu'il ne faut pas retenir que la partie compétitivité. La partie compétitivité, c'est quand il y a des difficultés, il faut qu'on regarde quelles sont les solutions que l'on peut partager ensemble. Mais il y a la partie qui avance, qui est toute l'information qui est donnée en amont aux instances et qui permet de nourrir aussi un dialogue social sur l'économique et pas simplement sur des salaires ou sur des éléments qui sont du domaine social pur. Et donc si on arrive à combiner économique et social avec des acteurs qui sont légitimes, on pourra avoir un corps social qui pourra partager la vision de l'entreprise, y contribuer, parce que pas simplement en termes d'information, mais aussi en termes de contribution. Et là, on aura véritablement franchi une étape au niveau du dialogue social. Carole Couvert, peut-être une réaction, notamment sur le sujet représentativité. Oui, alors sur l'adhésion obligatoire, de toute façon, c'est pas possible en France parce que c'est prévu dans la Constitution la liberté d'adhérer à un syndicat. Donc tout ce qui est obligatoire passe par une modification de Constitution. Donc ça paraît effectivement peu probable. En revanche, on avait essayé... Sauf sur l'aspect patronal. Oui, mais là du coup je me positionnais côté organisation syndicale de salariés. On avait essayé d'aller dans les négociations qui ont amené la loi du 20 août 2008 à dire on pourrait très bien imaginer de réserver le bénéfice de la négociation collective et des accords signés aux adhérents des syndicats, quel que soit le syndicat signataire. Toujours pour que ça soit compatible avec la Constitution. On n'a pas été suivi, mais il y a plein de pistes à expérimenter. Le tout, c'est que nous le fassions ensemble pour faire bouger les lignes. Et puis je reviens sur ce que vous avez dit juste avant. Effectivement, pour que l'on puisse avoir des talents qui se détachent et qui aient une activité militante, une activité syndicale dans le dialogue social, il faut que l'on démontre que c'est possible. Et qu'à partir du moment où on s'engage dans cette filière, on va avoir un parcours. Vous avez dit la peur d'être bloqué. Quand j'ai milité à la Confédération CFE-CGC, je suis arrivée, j'avais 31 ans. Le réflexe du président confédéral de l'époque, Jean-Luc Cazette, qui était une personnalité extraordinaire, ça a été de dire « on va faire quoi de toi après ?» On n'avait jamais eu un militant confédéral qui n'était pas à la retraite à la fin du mandat. À un moment donné, si on n'essaye pas, si on ne prend pas le risque, on ne saura jamais. Et donc, il s'agit de se lancer dans l'aventure. Et là, vous, les DRH, avec le chef d'entreprise, vous avez des leviers pour rendre ce parcours possible. Et donc là, c'est un appel. Donc la balle est dans le camp des DRH. Je suis d'accord si on met une limite en nombre de mandats. C'est-à-dire que autant dans l'informatique, je sais faire avec quelqu'un qui aura pris 2 mandats de 4 ans et donc qui aura fait à un moment donné une parenthèse pendant 8 ans, mais on aura assuré quand même pendant ces 8 ans un minimum de formation pour lui assurer l'employabilité. Celui qui fait 3 mandats de 4 ans, 12 ans dans l'informatique, quand il revient, il est sur une autre planète. Alors là, c'est une adaptation intelligente au contexte. Tout à fait. Je pense qu'il faut simplement qu'on ait en tête 2 choses. Compte tenu de la technicité des dossiers que l'on a à négocier chaque année, il faut qu'on ait dans les organisations syndicales de salariés à la fois une frange de militants et de détachés qui vont être stables et qui vont avoir l'histoire, un petit pourcentage, et à côté de ça, une entrée et sortie permanente de militants pour avoir de nouvelles idées, de nouvelles méthodes. Ça doit faire partie de la négociation. Nous, CFE-CGC, nous ne sommes absolument pas fermés là-dessus. Et on comprend bien la problématique de l'entreprise. Encore une fois, c'est l'employabilité des salariés et c'est de revenir en apportant quelque chose après un parcours syndical sur une activité classique. Juste un bémol,
En ce qui concerne la CFE-CGC, on a cette particularité d'avoir des militants qui se détachent à temps partiel. Parce qu'en responsabilité dans l'entreprise, ne voulant pas perdre de pied avec l'activité classique, la seule difficulté pour nous, c'est qu'au final, quand ils ont une surcharge ou une charge ponctuelle de travail, le choix est vite fait. C'est l'activité classique qui prend le pas. Et donc c'est la difficulté, c'est ce que nous devons gérer avec eux pour qu'au final, le dialogue social n'en pâtisse pas et qu'il y ait une gestion des priorités qui se mette en place de façon intelligente avec les dirigeants. Christophe Mabille, je me tourne vers vous. Merci de nous avoir rejoints en dépit des contraintes de transport. Peut-être un mot sur le paysage social dans une grande maison STX qui s'inscrit dans une histoire longue, lourde aussi, parce que c'est une industrie lourde. Écoutez, je voulais revenir dans un premier temps, si vous le permettez. Bonjour, pardonnez-moi pour mon arrivée en cours de séance. Je voulais revenir sur la question de la gestion de la GPEC territoriale, parce que vous évoquiez le fait que Airbus la pratiquait, et il se fait que Airbus l'a pratiqué ici avec STX, et à la demande de STX, puisque nous avons connu une nouvelle profonde dépression à partir de 2012, donc l'année 2012, l'année 2013, 2 années de très forte sous-charge, et nous étions confrontés au fait d'avoir plusieurs centaines d'ouvriers sans aucune activité pendant de nombreux mois avant un redémarrage qui sera en pente très forte et une surcharge très forte dans un an, mais en attendant un gros manque d'activité. Et nous sommes convenus avec Airbus de détacher 28 ouvriers de la construction navale vers la construction aéronautique pendant 1 an. Nous avons donc formé 2 fois 8 personnes dans 2 métiers et 12 dans un autre, sur des formations courtes, puisque nous avons pris parmi nos ouvriers ceux qui avaient les formations de base de même discipline, des électriciens pour faire de l'électricité, etc. Et donc à partir d'ouvriers déjà qualifiés, ils se sont qualifiés dans le domaine de l'aéronautique. Ils vont travailler pendant 1 an chez Airbus avant de revenir chez nous l'an prochain, quand l'activité aura repris à plein. Alors ça, c'est une opération qui a été un petit peu médiatisée, qui est visible. Mais nous avons 30 personnes également chez DCNS Lorient, et nous avons aussi des détachés chez MAN. Nous en avons eu aussi, nous n'avons pas cette année chez DCNS Indret, et quelques personnes dans différentes entreprises, y compris dans des entreprises du réseau de co-réalisateurs de STX. Donc c'est la formule du prêt de personnel à but non lucratif est une formule qui marche bien. Nous avons même un médecin du travail cette année détaché 1 jour par semaine au groupement interprofessionnel. Les besoins sont tels que... Parce que voilà, y compris des détachements à temps partiel, ça peut se faire. On a aussi un ergonome détaché à 60% chez Airbus, par exemple. Donc cette espèce de solidarité dans la gestion des emplois et des compétences, elle existe. Et pour ma part, c'est la 2e fois que je la vis, alors à plus grande échelle cette année, mais je l'avais déjà connue il y a 5 ans, dans une autre période de creux, puisque la construction navale est une industrie très cyclique maintenant, et c'est très utile pour le maintien des compétences. Donc on passe d'extrême surcharge à l'extrême sous-charge, voilà. Il faut gérer les flux, l'oscillation de l'activité. Alors, je voulais réagir, pardonnez-moi, sur un autre sujet, qui était celui des corps intermédiaires et de la légitimité des organisations syndicales. Alors, comme nous venons de démarrer une négociation sur la compétitivité, j'ai eu à faire le constat des attitudes a priori des organisations syndicales et des attitudes contrastées à l'intérieur, y compris de certaines organisations syndicales. Et là, je veux faire allusion
au fait que dans ce genre de négociation, qui est a priori difficile pour les organisations syndicales, je vois tout de suite, là dans notre exemple, je vois tout de suite les organisations syndicales qui se sentent concernées par l'avenir de l'entreprise, qui prennent ce sujet au sérieux, qui se sentent même responsables, pas simplement concernés, mais responsables aussi de l'avenir de l'entreprise. Et dans certaines organisations syndicales, je vois tout de suite, et là ça devient très criant, c'est comme un révélateur, l'attitude des militants politiques d'extrême gauche principalement, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de militants politiques d'extrême droite dans les organisations syndicales, mais les militants politiques d'extrême gauche qui utilisent, je dirais, les règles de la démocratie et de la démocratie d'entreprise comme des leviers pour conduire leur idéal révolutionnaire au grand mépris de l'intérêt de l'entreprise dans laquelle ils sont rentrés par esprit de mission et d'activisme, et sans plus de considération pour leurs collègues qui vont faire toute leur vie dans cette entreprise. Et alors, est-ce que l'enjeu des élections et de la représentativité n'est pas de nature à réguler ou autoréguler les choses ? Et écoutez, ça peut être le cas quand certaines familles extrémistes choisissent de fonder leur propre syndicat, quand elles choisissent de s'infiltrer dans des organisations de grande surface, si je puis me permettre. Là, leur tactique est de gagner des parts de marché dans ces grandes organisations. Et donc, quand elles en gagnent, puisque ce sont des militants très actifs, très impliqués, très dévoués, eh bien, ils peuvent mettre en danger le dialogue social. Je veux finir là cette parenthèse, mais moi, je la vis comme un point critique des relations sociales. Bah oui, c'est une limite où on est quand même sur des enjeux quasi vitaux de l'entreprise. Je ne comprends pas bien qu'est-ce qui peut permettre de ne pas faire de lien direct entre le non-investissement ou l'opposition à un accord qui pourrait être un accord de compétitivité du fait simplement d'expressions politisées, dogmatiques, et le fait que ces gens soient malgré tout reconduits du fait de l'appartenance à une organisation légitime pour les électeurs de base. C'est ça le postulat ? Parce qu'il y a bien un moment où ils seront responsables de la non-signature, du fait d'avoir fait capoter un accord, qui soit d'une modulation du temps de travail ou de compétitivité. Oui, bien sûr. On peut penser qu'au fil des années et au fil de la montée de leur influence, ils pourraient perdre la couverture de respectabilité de la grande organisation syndicale qu'ils ont, utilisée comme couverture, et qu'ils deviendront parfaitement visibles et cette fois perdront de l'audience. On peut imaginer ça, mais que d'années perdues. C'est à effet lent, effectivement. Alors, l'ouverture de cette négo-compétitivité, elle est ouverte ? Vous allez l'ouvrir ? Elle s'inscrit dans le contexte de l'année ? Elle a été ouverte lundi. D'accord. Donc, avant l'entrée en vigueur de la loi, vous serez dans le champ du droit positif actuel ? Oui. D'accord. Quel est l'objectif ? Comment vous avez défini le cadre avec vos partenaires sociaux ? Alors, le contexte d'abord est celui d'une industrie qui est devenue rare en Europe. La construction navale, maintenant, le tonnage mondial est fabriqué à 93% dans 3 pays d'Asie, Corée, Chine, Japon. Il reste 7% pour le reste du monde, dont 2,7% en Europe, dont 0,4% en France. Ça fait mal. Donc voilà pour... alors, on corrige un peu en termes de valeur. Là, c'est en termes de tonneau de jauge brute. En termes de valeur, on est un peu mieux placé puisqu'on construit des navires à haute valeur ajoutée. Mais il n'en reste pas moins que c'est une industrie extrêmement concurrentielle qui n'est protégée par aucune barrière douanière en Europe. Aux États-Unis, il y a des protections douanières. Aux États-Unis, aucun navire qui fait du cabotage d'une côte à l'autre, y compris Hawaï, l'Alaska, etc., ne peut faire de cabotage d'une côte à l'autre des États-Unis sans avoir été construit aux États-Unis. En Europe, ce n'est pas le cas. Oui. Et donc, la capacité à survivre dans ce monde, elle est vraiment liée à la capacité à avoir des prix bas. Alors, il y a plein de leviers pour avoir des prix bas.
Nous avons attaqué toutes nos faiblesses en matière de compétitivité, d'abord par le biais industriel il y a 3 ans. On a mis en place, on a mis en place il y a 3 ans un plan de réduction des coûts qui utilise tous les leviers classiques, que je ne vais pas tous citer, mais qui sont la correction des défauts d'organisation, des coûts de non-qualité, mise en place du lean manufacturing, de value engineering, etc., etc. Enfin, tous les outils de compétitivité pour essayer d'éradiquer toute la non-valeur ajoutée qui pouvait exister dans l'entreprise. Et on commence à avoir des résultats très sensibles et très satisfaisants sur ce point. Mais il nous manque encore et toujours les quelques millions d'euros qui vont faire que l'on passe au-dessus de la barre de l'équilibre ou au-dessous. Et on a décidé d'ajouter cette année à ce grand plan de réduction des coûts un plan de réduction des coûts sociaux. Et donc la première étape a été dans le cadre d'un accord de méthode qui s'est déroulé sur les mois de janvier et février. Ça a été d'abord de faire beaucoup d'informations sur ce que nous avons économisé depuis 3 ans sur toute la liste des sujets que je viens d'évoquer, de façon à parfaire l'information des partenaires sociaux et du corps social sur le sujet, en leur disant, écoutez, on ne va pas mettre sur la table la question des coûts sociaux par paresse ou par facilité. Oui. On a d'abord beaucoup travaillé pendant 2 ans et demi, et bon, ça, évidemment, beaucoup de gens le savent dans l'entreprise, et puis maintenant, il nous reste à gagner un petit peu sur les coûts sociaux. Donc ça, c'est un préalable. L'autre préalable a été d'établir un diagnostic sur le poids de ces coûts sociaux dans les coûts de l'entreprise, et nous l'avons fait avec le concours d'un consultant choisi avec les organisations syndicales signataires de l'accord de méthode. Ce diagnostic partagé sert maintenant de base à la négociation. Alors, comme on est dans une industrie où le prix des produits est potentiellement très élevé, le dernier paquebot pris en commande sera facturé 1 milliard d'euros. Quand on dit on veut gagner 2, 3, 4, 5 millions sur les coûts sociaux, évidemment, la réponse immédiate, mais qu'est-ce que c'est Ce sont des graines de poussière sur le prix de revient prévisionnel d'un navire. Certes, mais quand on le ramène au résultat annuel, ça prend une autre importance. Donc là, c'est une autre pédagogie. C'est une autre pédagogie que de dire tous les coûts sont importants, les coûts sociaux le sont aussi. Et l'équilibre est un objectif indispensable à la pérennité de l'organisation. Je propose qu'on interagisse, comme on l'a fait dans la première table ronde, avec nos étudiants amis de Dancia, de la majeure RH, je vous rappelle, qui nous suivent depuis le début. Et je propose de vous passer la parole. Est-ce que vous avez un micro? Non, je vous en apporte un. Et nos intervenants sont évidemment ouverts et intéressés par vos questions. Bonjour, merci. Oui. Donc on a vu que le calendrier des négociations était assez lourd pour les entreprises, que la loi imposait de négocier sur les accords de GPEC, sur le plan de formation, etc. Nous, on se demandait comment justement trouver le temps dans les CE, en entreprise, pour cette expérimentation en accord avec les délégués syndicaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas adapter le dialogue social à la réalité des entreprises en allégeant les procédures? Ah, bon sujet. Ils touchent du doigt, enfin, je dois dire, j'ai préparé avec eux. On sent des étudiants brillants qui à chaque fois touchent du doigt les bons sujets. Qui commence? La gestion d'un calendrier, la multitude et la multiplication des injonctions et le fait qu'on pose une possibilité de négociation supplémentaire dans un paysage déjà encombré. Alors, il y a une solution, c'est le regroupement. Le regroupement, notamment parce qu'il y a des thèmes qui sont proches. Par exemple, en ce moment, on est en train de négocier sur la GPEC. J'ai proposé aux organisations syndicales de mettre dans la négociation GPEC également le contrat de génération. Après, le problème, il faut qu'il y ait des organisations syndicales qui soient d'accord pour le faire. Ce qui serait bien, c'est qu'au niveau interprofessionnel, au niveau de la loi, ce regroupement, il soit déjà inscrit dans le Code du travail. C'est un des enjeux de la négociation sur la qualité de vie au travail. Il y avait une réunion hier, c'est notamment sur le thème de la qualité de vie au travail. On peut regrouper différentes thématiques. Donc je pense que compte tenu de la multiplication de nos obligations, là je me place côté DRH, côté syndicat, ça les
ça les embête pas trop d'avoir autant de sujets, hein, ça les occupe, entre guillemets. Carole vous répondra, mon cher Marc. Hein. Pour certains. Permettez. Côté direction, si on devait faire toutes les négociations séparées, c'est complètement ingérable. Non mais côté organisation syndicale représentant les salariés, c'est pareil. Il ne s'agit pas qu'on soit en négociation pour amuser le terrain ou la galerie. Il s'agit qu'on soit efficace, utile, productif aussi. Donc c'est la même logique. Au niveau interprofessionnel, on est soumis aussi à d'autres contraintes que sont les injonctions gouvernementales. Donc on négocie aussi sous la pression en permanence. Il s'agit peut-être qu'on réfléchisse à de nouvelles manières de fonctionner. Mais encore une fois, la base, c'est la confiance. La confiance, la détection d'un vivier de compétences, les parcours, mais je pense qu'on a su être intelligent jusque-là dans plein d'occasions et qu'on peut aller encore peut-être plus loin, mais dans une logique gagnant-gagnant. Je suis prêt. Banco. Allez-y, je vous en prie, Alain Durand. Vous posiez aussi la question pour les plus petites entreprises. C'est vrai que c'est difficilement gérable, en fait, dans une PME de 100, 115, 120 personnes. La multiplication de toutes les obligations, c'est vrai que c'est un gros souci. Donc, il faut essayer effectivement de rassembler. Et puis, il faut essayer de travailler en inter localement. Sur le Choletais, par exemple, il y a le projet Tempo, travail, emploi, productivité, etc., et organisation, qui permet de travailler avec plusieurs PME. Autrement, vous en sortez pas. La réglementation devient lourde et relativement difficile. Et sans un service RH, c'est difficile. Et donc, dans une PME, le principal problème qu'on a, nous, on l'a créé, le service RH, il y a quelques années. Et c'est vrai que du coup, Candice qui s'en occupe est là, c'est assez difficile. Et je vois des PME d'une trentaine, quarantaine, 50, 60 personnes, et celles qui dépassent la taille déjà des 50 personnes avec les obligations qui s'y rattachent, c'est un sacré problème. Là, vous touchez clairement du doigt aussi le millefeuille législatif. C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure, les sujets sont très techniques, mais... Et c'est pas une blague, on a à peine fini de se former sur un sujet qu'il y a une nouvelle réglementation qui tombe. Et c'est valable du côté des organisations syndicales de salariés, mais c'est aussi valable pour les DRH ou les représentants patronaux. Donc je pense qu'à ce jeu-là, il faut un minimum de stabilité, il faut prendre le temps des bilans de ceux qui marchent et de ceux qui ne marchent pas, qu'on fasse ensemble des préconisations pour que ça fonctionne différemment. Et là, c'est vrai qu'il y a une urgence par rapport aux TPE et aux PME. C'est peut-être l'occasion de repenser le dialogue social pour ces structures-là. Parce qu'une petite ou une moyenne structure ne peut pas se permettre d'avoir un service ressources humaines de 20 à 30 personnes avec un effectif supérieur à ce dont elle a besoin pour fonctionner. Donc là, on a une vraie urgence. On en revient à la question de tout à l'heure. Hein. C'est quoi le dialogue social que l'on veut demain ? On sait très bien que c'est un facteur de compétitivité. On sait très bien qu'en France, on a un certain nombre d'atouts. Il s'agit aussi que maintenant, nous communiquions autour. Vous parliez de tout ce qui dysfonctionne. Mais c'est vrai que dans les médias, quand on ouvre les journaux, quand on ouvre la télé, on voit les blocages, les séquestrations, des pneus qui brûlent, mais on parle peut-être pas suffisamment de ce qui marche bien. Il y a des entreprises qui relocalisent. Si elles relocalisent, elles ne le font pas en tant que mécènes. Oui, Crown nous en a parlé. Hein, pour les couvercles, on a relocalisé en France une activité qui était... mais il y en a plein d'exemples. Il y en a plein d'exemples. Pourquoi ? Parce qu'en France, il y a un chiffre dont on ne parle jamais. Certes, le coût du travail est différent de nos pays voisins, mais on a une productivité qui est supérieure. Oui. Il y a les chiffres Eurostat qui sont très clairs en la matière. On est 4e, l'Allemagne est 8e. À côté de ça, on a un savoir-faire, une technicité, on est capable d'innover. Mettons en avant tous nos atouts. Je vous donne juste un exemple en 30 secondes. Atoll, fabricant de lunettes. Oui. Ils ont relocalisé toute leur production. Les pièces sont faites dans le Jura, assemblées à Beaune. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comme le coût du travail est supérieur en France qu'en Chine, où ils fabriquaient avant, ils ont regardé comment mélanger de la main-d'œuvre et de la machine. Et ils ont investi, et ils sont les seuls à avoir en France un robot qui découpe les verres avec une précision extraordinaire. Ils ont mis en place des équipes en 3-8. Ils ont travaillé sur le dialogue social, l'environnement de travail, la qualité de vie au travail. Ils ont fait une usine HQE, haute qualité environnementale. Il y a une salle de sport pour les salariés, la prévoyance est prise en charge par l'employeur, la complémentaire santé aussi. Aujourd'hui, les lunettes qu'ils fabriquent, ils ont le même coût de revient qu'en Chine. Parce qu'à côté, ils n'ont pas tous les défauts de fabrication. Ils n'ont pas le fait que l'usine en Chine fabrique peut-être la nuit et les week-ends sous d'autres marques
avec les brevets de l'usine initiale, donc la protection industrielle. Oui. Ils ont des cycles du coup plus courts pour la vie des produits. Donc voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, on a moyen de dire ça marche en France et on est tous les ambassadeurs de cette démarche. Je pense que c'est un sujet qui doit parler à Hervé Coquet, puisque finalement vous êtes dans un domaine industriel très concurrentiel. Le fait de rester localisé sur un territoire et le fait d'être capable de continuer à produire en France des produits... Tout simplement parce que ce sont les gènes de l'entreprise. On a établi une règle. Et ça reste possible, même si c'est ça une reste volonté possible parce que parvenir. je dirais les coûts de main d'œuvre que nous avons sont inférieurs à 30% de nos prix de revient. Donc en retravaillant sur la compétitivité, sur la productivité, on maintient le niveau des emplois tout en ne créant pas systématiquement des emplois, mais en allant un peu plus sur de l'automatisation, sur des lignes de fabrication qui sont à caractère répétitif, où là on travaille plus sur l'amélioration des conditions de travail et sur les risques professionnels. Mais c'est possible de le réaliser. Le tout, c'est de se mettre autour du chantier et de valider donc avec l'ensemble des collaborateurs, tout simplement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer le quotidien de demain. Christophe Mabille, je crois, voulait réagir sur notre sujet. Ouais, c'était juste un petit clin d'œil sur le millefeuille législatif et puis la charge obligatoire de négociation. Je voulais suggérer que l'État s'applique à lui-même les textes qu'il fait voter. Ça pourrait peut-être l'aider à plus de pragmatisme et si les obligations étaient aussi applicables au service de l'État. À transmettre et sans doute à les comprendre. Et à méditer. Autre question peut-être de nos amis de Danciac, l'art de pointer du doigt les sujets. Du coup, on avait une question assez simple. Parmi toutes ces propositions, toute la journée, on a parlé de différentes pistes de réflexion. Quelle est aujourd'hui, selon vous, la première mesure à prendre pour améliorer le dialogue social aujourd'hui ? Waouh. Principale. On peut se faire un tour de table, c'est pas facile. La solution... Mais je pense que Jean-Christophe Sibéra s'ouvrira grand les oreilles parce que les propositions, c'est au président de la NDRH le soin de répondre au niveau national. Pour ce qui est des entreprises locales, des PME, PMI comme les nôtres, je crois que ce n'est pas quelque chose de très compliqué puisqu'on le pratique depuis de nombreuses années. Le tout, c'est de l'organiser de façon correcte et surtout de comprendre le système. Je crois que c'est très simple, c'est déjà fait. Marc Véron. Il y a quelque chose qui pourrait être fait, c'est la simplification. Notamment, je parlais tout à l'heure des difficultés qu'on a à négocier des accords préélectoraux avec 11 organisations. Si on appliquait simplement pour ce type de négociation les mêmes règles qui existent par ailleurs avec les 30% et les 50%, je peux vous dire que je gagne là facilement sur une année, je gagne au moins 5 ou 6 réunions. Et non seulement je gagne en réunion, mais en plus, je n'ai pas derrière les risques de contentieux que j'ai parce que je n'aurais pas respecté tel ou tel détail, etc., que l'organisation syndicale qui représente 6 voix aux dernières élections va chercher à mettre en avant auprès d'un tribunal. Donc il y a beaucoup de choses à faire en termes de simplification. J'ai entendu dire notre président qu'il se laissait la possibilité de procéder par ordonnance pour le faire. Je pense qu'il y a maintenant urgence. Quand on voit que, et ça c'est un exemple qui n'est pas dans le social, mais ça s'applique dans le social, quand il est allé visiter une usine d'Urgo, le patron lui a dit, ben voilà, pour commercialiser un nouveau produit qui permet de cicatriser, quand il commercialise en Allemagne, il a l'autorisation au bout de 3 mois, en Angleterre 6 mois, et en France c'est 4 ans. Donc on voit qu'on a une lourdeur en France qui est en partie administrative, mais qui est en partie aussi au niveau du dialogue social, qui peut être largement simplifiée. On peut le faire par le dialogue social, on peut le faire par ordonnance, il faut aller plus vite, mais il y a quelques toilettages à faire pour mettre notamment de la cohérence dans les textes, pour aller notamment plus loin que la loi de 2008 sur notamment la validité des accords. Alors, je vais faire de la provocation. Je pense qu'on a beaucoup de lois, beaucoup de choses qui ont émané des gouvernements successifs qui ont aussi renforcé le syndicalisme contestataire en France. Et qu'à un moment donné, il faut peut-être arrêter de se tirer des balles dans le pied et se dire si on a envie demain d'avoir un dialogue social qui fonctionne au-delà de la confiance que l'on doit créer entre les acteurs et qu'il y a une question de femmes et d'hommes dans l'entreprise, il faut aussi que l'on impulse, que l'on valorise, que l'on reconnaisse le syndicalisme qui prend des risques, qui est audacieux et qui est en capacité à la fois d'accompagner
accompagner la création, mais aussi le développement des entreprises. Je pense qu'il y a une urgence, c'est comment on réconcilie syndicalisme et entreprise. Ce n'est pas incompatible, bien au contraire, ça peut être un facteur clé de succès, et tous ceux qui sont dans la salle en sont les principaux acteurs. Alain Durand, je vous en prie. Alors, et on va être rêvons un peu, puisqu'en fait, c'était là-dessus que vous étiez parti. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose dans les années à venir qui peut venir, c'est l'élévation du niveau moyen de culture. À partir de ce moment-là, plus ce niveau moyen de culture augmente, plus il va être nécessaire d'ouvrir les entreprises à tous les talents. Et un bon moyen d'ouvrir à tous les talents, c'est la participation, on en a parlé, beaucoup d'entreprises en font, mais aidons les syndicats à gérer les fonds de la participation vers l'emploi. Parce que souvent, les fonds de la participation, ils vont être gérés par quoi? Par des grands banquiers qui vont chercher des placements les plus rémunérateurs possibles. Et les plus rémunérateurs possibles ne sont pas forcément ceux qui vont aller vers la préservation de l'emploi. Et dans les PME, les dégâts des fonds, c'est extraordinaire. Une fois, on a été pour acheter éventuellement une autre entreprise. Ouais. On est sur le cas de s'installer à Paris, là, donc ça sera sans doute un peu moins cher. C'était le leader français à l'époque de la location de grues. Ouais. On avait fait une estimation, j'arrivais quand même à 18 millions, je me suis dit, on ne va pas y arriver, ça va être trop cher pour nous. Et le gars qui cherchait plutôt que ce soit nous, la Scope, qui reprenions sa boîte, il est venu m'inviter et il m'a dit, tenez, je vous laisse dans mon bureau, vous n'avez pas le droit de faire des photocopies, mais vous prenez toutes les propositions que j'ai eues. Il y en avait 6, un du concurrent belge, leader du marché, 46 millions d'euros. Et 5 autres propositions venant toutes de banques, toutes françaises. Vous voyez qu'avec 5 banques, vous faites à peu près les banques françaises assez vite. La plus petite estimation, c'était 36 millions d'euros. Et la plus forte, 42 millions d'euros. Cette entreprise est en plan de sauvegarde actuellement et les banques absorbent, je ne sais trop comment, le surcoût phénoménal de l'estimation. Donc je pense qu'il y a un moyen, c'est d'éviter ces sacrés goodwill qui ruinent les PME françaises et qui ruinent l'emploi. Alors entre nous soit dit, c'est là encore, on veut remettre un peu de cohérence entre l'action collective, l'objectif de fond et les arbitrages qu'on fait au quotidien. Carole Couvert, juste un mot. Je voulais juste réagir parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé depuis le début de la journée, mais qui, je pense, va être fondamental dans les années qui viennent. C'est le fait de dire, aujourd'hui, un salarié, demain, il sera peut-être repreneur d'entreprise, il peut monter une Scope, et il va falloir qu'on s'habitue à ces changements de statut tout au long de la carrière et qu'on soit en capacité non seulement de les accompagner, mais de les gérer. Et donc, on imagine des transitions en permanence. Et là, je pense qu'on aura gagné une partie de la bataille. C'est un des éléments de la sécurisation professionnelle et de pas prendre le risque absolu pour et toutes les études que vous faites sur la perte en ligne entre la volonté de création d'entreprise et puis le fait de franchir le pas. Une des causes principales, c'est que vous lâchez tout un statut relativement protecteur pour l'abîme. Ah, mais ça veut dire accompagner la culture entrepreneuriale, la développer, sortir de la culture du diplôme aussi tout au long de la vie. Le diplôme, c'est une photo à un instant T et après, il y a la compétence. Et troisième point, c'est aussi travailler et mettre un terme à la culture de l'échec en France. En France, on reprend une entreprise, on se plante une fois, on traîne ça comme un boulet tout au long de sa vie, alors qu'aux États-Unis, c'est cette personne-là qui va être recrutée parce qu'on estime qu'elle va tirer les enseignements de tout ce qui a dysfonctionné et qu'elle aura encore plus de valeur à l'avenir. Et là, on a du boulot. Entre nous soit dit, inspirons-nous collectivement des règles de bon sens développées dans la petite entreprise à droite, où finalement, il y a quand même beaucoup de bon sens là-dedans et ça fonctionne. Et alors, les questions, je pense qu'on a un timing qui est difficile à gérer. C'est important de vous laisser la possibilité de vous exprimer avant que notre président, Jean-Christophe Sibéras, puisse conclure. Y a-t-il des questions ? Je vous ai inhibé en vous parlant de temps contraint. Nos intervenants ont-ils une dernière remarque, intervention ? Bon. Écoutez, je propose... une question là-bas. Je me méfie. Vous n'avez que des questions sérieuses, même. Moi, j'avais une question aussi par rapport, effectivement, on parlait de la compétence des interlocuteurs. Et moi, dans mon parcours d'entreprise avant que je crée la mienne, oui. On n'est pas et c'est effectivement aussi la question de se poser l'impression d'être la gestion de carrière en tant qu'entreprise.
je me dis que des fois ça bouge aussi l'adhésion, peut-être des plus jeunes et qui sont peut-être aussi des plus ambitieux, à supporter tout simplement le candidat avec certains sociétés dans l'entreprise. Et que ça nuit peut-être aussi, parce que le dialogue est beaucoup porté par des gens qui ont peut-être arrêté d'être ambitieux. Oui, oui, ou la carrière de rattrapage, ou l'expression d'une frustration professionnelle à travers une revanche. C'est une vision un peu... Je vais vous faire de la provoque. J'ai pas 65 ans, j'en suis pas au 3e lifting. Et je peux vous assurer qu'au travers d'un parcours syndical, on continue à avoir une carrière professionnelle. Je pense qu'il faut faire le pari de l'investissement, de la reconnaissance. Et c'est aussi l'intérêt d'organisations confédérées. C'est-à-dire que si pour une raison X ou Y, il y a une incompréhension, ce qui est possible hein, avec un chef d'entreprise pour une raison particulière, il y a à ce moment-là la fédération professionnelle, donc la fédération par rapport à la branche qui va monter au créneau, et si ça coince, ça sera la confédération qui prendra le relais. On arrive toujours à trouver des solutions intelligentes au final. Encore une fois, c'est une question de volonté et d'exemplarité. J'ai 40 ans, ça fait 9 ans, je peux vous assurer que ça se passe bien et que c'est possible. Ouais, par ailleurs, c'est un vrai sujet de préoccupation et d'intérêt pour les DRH. La NDRH, je suis témoin du fait qu'elle travaille depuis longtemps sur le sujet. C'est un sujet qui intéresse ceux qui accompagnent aussi les carrières, de permettre de faciliter l'engagement et de permettre une suite. Christophe Mabie. Oui, c'est un peu anecdotique et facile aussi, mais ceci dit, c'est vrai. Moi, j'ai fait ma formation juridique en cours d'emploi, parce que dans ma primo-formation, je n'avais pas fait de droit du travail. Et donc, il y a une vingtaine d'années de ça, dans l'organisme de formation bien connu où je suis allé me former, au décours d'un des sujets, j'ai vu une jurisprudence chantier d'Atlantique contre Richard, et dont je me suis intéressé étant des chantiers Atlantiques, et la formatrice m'a dit « Ah ben justement, c'est chez vous ça, cette jurisprudence sur le fait que l'on doive maintenir la rémunération forfaitaire des cadres dans la métallurgie, y compris en période de chômage partiel ou autre. » Et j'ai dit « Mais quand je suis revenu à l'entreprise, je me suis dit qui c'était ce Richard, et on m'a dit « Mais c'est le directeur de la fabrication. » Voilà. Et bon, c'est un exemple de jeune ingénieur engagé syndicalement qui, 25 ou 30 ans plus tard, était devenu directeur dans l'entreprise. Témoignage sympathique. Je pense qu'on peut remercier l'ensemble de nos intervenants. Moi, je vous remercie à la fois pour votre attention. Merci Hervé Coquet, merci Carole Couvert, merci Alain Durand, merci Christophe Mabie, merci Marc Véron, et je pense qu'on peut céder la place à Jean-Christophe Sibéras, président de la NDRH, qui, malgré le décalage horaire et les milliers de kilomètres parvenus, est parvenu jusqu'à nous. Merci Fabien pour cette transition. Merci à tous pour cette table ronde. Je n'ai malheureusement pas pu effectivement participer à l'intégralité des travaux. Et je le regrette beaucoup car nos travaux sur le dialogue social à NDRH sont des travaux réguliers. Ça fait maintenant la troisième année de suite qu'on a une des étapes du Tour de France sur le dialogue social. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé à la NDRH en mettant l'accent sur le dialogue social, parce que l'accord interprofessionnel de cette année, qu'est-ce qu'il dit finalement? Il fait un pari sur le dialogue social. C'est-à-dire qu'il dit, si on veut changer les choses en France, si on veut, en matière de compétitivité, que ça bouge, il faut en causer, et plus qu'en causer, il faut faire des accords, il faut signer, il faut s'engager. Alors, quelques mots, effectivement, parce que j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes, donc j'aurais bien du mal, effectivement, à reprendre la richesse des échanges, mais si j'essaye de me dire, finalement, qu'est-ce qu'on a, nous, les DRH, qu'est-ce qu'on a travaillé, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a dit sur ces sujets-là? Je crois que d'abord, on a dit une chose, c'est tout à fait le thème d'aujourd'hui, c'est la compétitivité économique. On ne l'aura pas si on n'a pas un bon dialogue social. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est une des conditions, c'est que le dialogue social dans des grands ensembles est une condition de la performance. On ne pourra pas gagner, transformer nos organisations si on ne passe pas par le dialogue social. On a des pays voisins, notamment l'Allemagne, qui est un excellent exemple dans ce domaine. Le dialogue social, il est quotidien, il est parfois lent, mais il est incontournable, puisqu'on cherche non seulement à se parler, mais on cherche pour bien des sujets
importants, ou moins importants d'ailleurs, à trouver des accords. Donc, première chose, le dialogue social, c'est une condition de la compétitivité. Alors après, le dialogue social avec qui? Bon, et c'est bien la question de la représentativité. Avons-nous des interlocuteurs qui ont une bonne qualité de représentation? C'est ça la représentativité. Est-ce qu'ils représentent bien leurs collègues? Et là, ça renvoie parfaitement, je crois, aux débats qui ont été évoqués là. Et je remercie Marc Véron en particulier d'avoir souligné ce point que nous portons. C'est que nous pensons que l'élection, ce n'est pas une condition suffisante pour avoir une bonne qualité de représentativité. On a cité des chiffres très faibles d'adhésion. Nous trouvons tout à fait anormal d'avoir en face de nous des organisations où il y a si peu d'adhérents. Et on pourrait le dire d'ailleurs de la même manière si la question se posait du point de vue patronal. Donc le fondamental d'une organisation syndicale, les fondamentaux de tout temps et historiques, et ils ont été perdus de vue en France, c'est l'adhésion. Mais l'adhésion, et ça a été dit aussi, je remercie celui qui a posé la question tout à l'heure, elle se heurte à des freins. Et le premier frein, c'est vrai, c'est le risque en matière de carrière. Quand on demande à des salariés, finalement, pourquoi vous ne vous intéressez pas aux syndicalistes, bien souvent, il y a des salariés que ça intéresserait de rentrer là-dedans. Mais finalement, ils nous disent, ça va me freiner. Alors vous, le DRH, ça va, mais le manager, etc. Bon. Et c'est là où ça renvoie à l'entreprise. Et je crois que c'est le troisième point. Nous n'avancerons dans les entreprises que si, effectivement, nous sommes capables non seulement d'affirmer l'importance du dialogue social pour la compétitivité, non seulement de dire qu'il est important pour nous que les salariés soient adhérents des syndicats, ce qui se dit rarement, mais il faut que le management et la direction générale le disent. Et troisièmement, si on veut que des salariés s'impliquent, et non pas seulement mettre un bulletin de vote de temps en temps dans une urne, si on veut que les salariés s'impliquent, il faut qu'ils aient les garanties qu'au fond, le syndicalisme ne sera pas un frein à leur carrière, mais qu'au contraire, là je suis d'accord avec vous, Madame Couvert, que le syndicalisme, par les compétences qu'on y acquiert, parce qu'on fait des choses différentes de ce qu'on fait dans son métier, eh bien, ces compétences, on saura les valoriser, les mesurer. Et on commence à travailler là-dessus avec un certain nombre de gens qui disent finalement la carrière des syndicalistes, comment valoriser, non seulement essayer de le laisser au moins où il était quand qu'il ait une carrière qui continue, mais en fait essayer de valoriser ce qu'il apprend dans son service. Et ne pas le faire seulement le jour où il raccroche, mais aussi d'être capable de le faire au fur et à mesure. C'est pas notre avis, c'est que ce n'est pas l'entreprise qui peut dire « je vous trouve un excellent secrétaire de CE ou un excellent négociateur ». Je pense qu'il faut avoir recours à des organismes tiers, qui pourraient être paritaires entre entreprises et organisations syndicales, qui permettraient de valoriser, au fond, comme la VAE, les compétences syndicales. Et c'est vrai que dans mon entreprise, moi je suis dans la chimie, j'en parle d'autant plus facilement que j'œuvre beaucoup sur ces questions-là, mais finalement, je regarde mon leader, un de mes leaders syndicaux d'une grande organisation, et c'est un ouvrier professionnel avec des coefficients assez élevés dans la convention de la chimie, mais finalement, les compétences qu'il développe dans son activité syndicale quotidienne, l'impact et l'influence, la réflexion, en fait, il a un niveau de cadre supérieur. Objectivement, les compétences, si j'avais à évaluer ces compétences comportementales qu'il met en œuvre, c'est des compétences de ce qu'on appelle aujourd'hui des cadres dirigeants ou des cadres supérieurs. Bon, et c'est juste là, c'est bien là qu'il faut aller. L'ennui, c'est que ça l'embêterait si on le nommait cadre dirigeant, parce qu'il dirait, zut, quand je vais retourner à l'usine, qu'est-ce qu'on va me dire? Mais il y a sans doute des solutions à trouver, peut-être pas pour nommer cadre dirigeant, mais en tout cas pour avoir un affichage fort dans la reconnaissance que lui donne l'entreprise, effectivement, sur les compétences qu'il a acquises. Donc, un certain nombre de pistes que nous poussons, dialogue social, accord, adhésion, parcours de carrière. Et nous sommes, j'ajouterais, puisque ça a été évoqué, la quatrième piste, c'est la question, finalement, de la simplification. Elle a été posée, je crois, dans la première table ronde. En tout cas, c'est ce qu'on m'a rapporté. Comment voulez-vous que des PME fonctionnent avec un système législatif? C'est absolument impossible. D'ailleurs, franchement, même les grandes, elles ont du mal. Moi,
je me dis comment elles font. Et pourtant, je suis dans une entreprise du CAC 40. Bon, donc effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on a additionné, on a sédimenté sans jamais rien retirer. Hein. Et quand on regarde toute la construction du droit du travail, franchement, c'est ça. C'est-à-dire que les obligations de négocier se sont ajoutées les unes aux autres. Les types de représentation du personnel se sont ajoutés les unes aux autres sans jamais rien retirer. Et là, je voulais signaler là, à ce stade, nous avons, en tant qu'ANDRH, propulsé dans le débat public la question du millefeuille de la représentation du personnel. On a parlé du millefeuille administratif, les départements, les communes, etc. Mais au fond, on a la même chose dans le système. Et on voit quoi? C'est qu'on a une dispersion de la millefeuille qui est unique au monde. Hein. Moi, je m'occupe de la ressource sociale dans les pays dans lesquels mon groupe est installé. Je ne connais pas un seul pays au monde où on a cette incroyable addition d'interlocuteurs avec des spécialisations, mais qui ne sont absolument jamais respectées en pratique. On a un système extrêmement bureaucratique, finalement législatif, mais qui finalement, en tout cas, ce qui provoque, c'est ça qui m'a beaucoup frappé, en dehors du fait que c'est confus, qu'il y a des problèmes juridiques, etc., qu'on se demande si on n'est pas en délit d'entrave tous les matins, c'est embêtant de se dire qu'on n'est pas en délit d'entrave. Mais le problème le plus grave du millefeuille de représentation du personnel, c'est que les directions générales nous disent « Bon, écoutez, il y en a trop, vous, les DRH, vous en occupez, mais nous, moi, je vais les voir une fois par an et ça suffira. » C'est-à-dire qu'en fait, nous avons besoin de nos directions générales, de leur soutien, de leur vision pour avancer sur ces sujets-là. Bon. Et si en même temps, ils assistent effectivement à des choses qui décrédibilisent, évidemment, ce que nous essayons de porter, nous, les DRH, on a beaucoup de mal. Donc, effectivement, je pense que la France n'arrivera pas à progresser si un accord interprofessionnel, un autre, ne fait pas un bon bout de chemin pour en finir avec ce millefeuille de la représentation du personnel qui, d'ailleurs, franchement, on ne peut pas dire que ça renforce les représentants du personnel. À mon avis, cette dispersion dans le travail a plutôt tendance à affaiblir leur efficacité. Donc, merci encore pour cette contribution de votre journée. Je crois qu'elle va permettre d'irriguer nos propositions. C'est un des objectifs de nos journées régionales. C'est que ce qui sort des réunions, nous allons les synthétiser avec Gérard Tapona, qui lui a dû aussi vous quitter, mais qui est le président de la commission dialogue social de la NDRH et qui a participé à l'organisation de cette journée. Nous allons synthétiser ces propositions pour que le 21 juin prochain à Paris, nous avons nos assises nationales et c'est un moment d'expression de nos positions, en particulier à l'égard des pouvoirs publics et des grandes organisations syndicales que nous invitons à chaque fois. Le ministre du Travail sera là, donc n'hésitez pas à venir. Je crois que grâce au travail qui a été mené dans le passé par les États, par la Commission dialogue social, on a pu bâtir collectivement des orientations novatrices qui ont fait que la NDRH est devenue, sur ces thématiques en particulier, un interlocuteur reconnu, crédible, parce que nous sommes des praticiens, nous, on a envie de faire que les choses avancent. On est maintenant, et c'est intéressant, constamment sollicité par les pouvoirs publics à l'occasion des réformes. Nous avons d'excellents liens avec les organisations syndicales. Les médias également nous sollicitent, de telle sorte que la fonction de DRH, qui est une fonction que nous portons avec fierté et force, eh bien cette fonction de DRH que finalement l'association de référence qui est la NDRH, cette fonction de DRH est aujourd'hui au cœur du débat national. Et là encore, l'ANI du 11 janvier, il fait appel à quoi? Il fait un pari sur la négociation, il fait un pari sur l'intelligence des acteurs de part et d'autre de la table, et en particulier l'intelligence des DRH, qui est, je crois, sans limite. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Je rappelle juste l'existence d'un cocktail au -1 auquel vous êtes évidemment conviés, au -1. Voilà. Et on remercie l'équipe locale de la NDRH 44.